Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 34 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Camille, illustratrice sous le nom de Tout Feu Tout Cam sur les réseaux et notamment Instagram. Elle fait de la vulgarisation politique et on va vous en parler tout au long de ce podcast. Si jamais cet épisode vous plaît, j'ai besoin de vous plus que jamais pour me soutenir et soutenir ce projet. Le but, c'est de visibiliser des artistes, visibiliser des projets, visibiliser des nouvelles façons de faire la culture. Et pour ça, j'ai besoin de vous, donc vraiment n'hésitez pas à partager, liker, parler autour de vous de ce podcast. Je vous en remercie et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Camille. Salut. Merci d'être venue sur le podcast. Avec plaisir. Merci pour ta confiance et tout, c'est trop chouette. Du coup, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Je m'appelle Camille, je suis illustratrice militant sur les réseaux. Je fais de l'illustration engagée à travers des BD pédagogiques ou qui parlent de politique, d'intime, tout ça, et des illustrations et de l'art de façon plus globale, engagée sur des causes qui me tiennent à cœur. Je fais ça principalement sur Instagram, sous le pseudo de Tout Feu Tout Cam. J'ai aussi YouTube, TikTok, voilà. Trop chouette. Qu'est-ce que tu as fait avant pour en arriver à devenir illustratrice ? En fait, après le bac, je savais pas trop si j'allais faire de l'art ou faire des sciences, parce que j'aimais dessiner, mais j'étais pas mal bonne en sciences. Du coup, j'ai écouté la voix de la raison de mes parents, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit ce sera plus simple de faire des maths puis faire du dessin que faire du dessin puis faire des maths. Donc je me suis coltinée une prépa scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur, et à la fin de tout ça, j'ai dit ouais, non, finalement, dessiner c'est mieux. Donc j'ai aucune formation en fait dans le dessin, je suis totalement autodidacte et j'ai juste toujours dessiné à côté et je me suis lancée comme ça. Du coup, les BD, c'est venu... les BD, le style BD, et... Je sais pas si t'appelles ça BD, ce que tu fais sur Instagram. Ouais, BD, cartoon, ouais. C'est venu... Oui, c'est venu avec le temps. Quand j'ai commencé à dessiner, en fait, je recopiais des cases de manga, parce que je lisais beaucoup de mangas. Donc j'ai recopié ça, donc mon style est passé de manga, après j'ai fait du réalisme, puis du semi-réalisme, et en fait petit à petit avec les années ça s'est affiné dans quelque chose de plus BD cartoon, qui au final me correspond pas mal parce que je suis assez impatient quand je dessine, j'aime pas passer des heures sur un dessin. Je sais qu'il y a d'autres artistes qui peuvent passer 10 heures à faire un truc et moi au bout d'une heure j'en ai marre. J'ai envie que ce soit terminé, donc en fait je trouve que le style un peu BD cartoon justement ça rentre dans ce besoin-là qui est le mien de faire les choses rapidement. Et en plus vu que je fais de la BD c'est pas mal parce que c'est par ce genre de style aussi que passent pas mal les émotions, de pouvoir faire des têtes un peu rigolotes ou sérieuses. Et je pense que mon impatience et le besoin, enfin la façon dont je voulais utiliser mon dessin a fait que ça a donné ça et ça fonctionne plutôt bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie et quand est-ce que tu t'es lancé sur les réseaux sociaux ? Alors sur les réseaux sociaux de façon très globale, j'ai commencé en 2016 ou 2017 avec une page où je mettais des petits dessins, mais vraiment juste des petits dessins en fait de ce que je faisais. En plus, je faisais des BD sur la vie avec le copain que j'avais à l'époque. Je faisais des trucs un peu rigolos comme ça. Donc j'ai commencé sur Facebook parce qu'à l'époque c'était ce qui fonctionnait bien. Et après j'ai migré sur Instagram. Parce qu'on m'a dit oui, la visibilité Facebook c'est nul, donc pas sur Instagram, donc j'ai fait ça. Et en fait, j'ai eu donc ce compte-là que j'ai toujours, qui est mon deuxième compte de dessin. Donc si on remonte sur celui-là, on a mes dessins de quand c'était en 2018. Il faut pas trop regarder. Mais c'est encore là. Et en fait, c'est en 2020, 2019-2020, j'ai commencé à m'intéresser au féminisme. Et c'est là que vu que moi j'étais sur Instagram pour mes dessins, etc. Puis j'avais mon compte aussi avec mes potes. Et que vu que je me suis intéressée au féminisme, j'ai commencé à suivre des gens qui créaient du contenu autour du féminisme
que j'ai découvert en fait des personnes comme La Nuit Remue Paris, About Evie, qui elles faisaient justement des BD sur ces thématiques-là, que je me suis dit, mais en fait, j'ai grave des choses à dire aussi, je dessine, je pourrais peut-être utiliser mon dessin pour la lutte en fait et pour mes convictions. Et c'est là que j'ai décidé d'ouvrir à l'époque Rousse Enragée et maintenant Tout feu tout calme et ça a commencé comme ça en fait. Trop bien. Oui, parce que du coup, avant, c'était plus de la BD sur ce que tu vivais dans la vie, sur... C'était quoi les thèmes que tu avais avant Avant du coup c'était des dessins vraiment d'imagination, on va dire, genre des personnages que j'avais inventés dans des mondes fantastiques, etc. Et quand je faisais de la BD, c'était vraiment plus des petits strips en fait sur les moments rigolos entre moi et mes potes ou moi et mon copain de l'époque. Donc c'était vraiment plus inspiré en fait de ce qui se passe autour de moi. Et ça continue toujours maintenant. J'admire énormément les gens qui arrivent à créer des mondes fantastiques et tout. Et moi, je crois que je suis plus fort à retransmettre ce qui se passe autour de moi et prendre ces choses-là pour en faire quelque chose. Et du coup, je suis passée de quelque chose de très... juste, je raconte ma vie sous format rigolo à, en fait, je prends ces éléments-là pour essayer d'en faire quelque chose et d'aller un peu plus loin dans l'analyse et du coup, d'en faire quelque chose de politique, finalement. Ouais, j'ai l'impression que tu as deux types de posts, mais peut-être que... Enfin, c'est mon analyse à moi, mais j'ai l'impression que tu as des posts qui marchent très bien, en plus, ceux-là, sur un peu des anecdotes comme le monsieur dans le métro qui regarde le jeune sur son téléphone et qui dit « Ah, les jeunes, ils sont toujours sur leur téléphone ». Et alors que toi, tu suis la journée de ce jeune-là qui, en fait, suit des comptes militants, part en manif ensuite avec ses potes, alors que le vieux qui juge, au final, il passe une journée lambda chez lui tout seul. Et donc, tu as ces anecdotes de vie, entre guillemets, et à côté, tu as aussi, du coup, moi, ce que j'appelle de la vulgarisation politique. Du coup, tu vas prendre des thèmes ou des lois spécifiques ou des sujets en particulier et, comme tu as dit, en parler plus longuement et l'expliquer aux gens. Oui, c'est exactement ça. Enfin, moi, je le vois comme ça aussi. Au début, quand j'ai commencé mon compte, je voulais uniquement faire de la vulgarisation ou de la pédagogie. Moi, j'appelle ça aussi pédagogie. C'est ce que je retrouvais en fait chez les autres contenus militants et c'est ce qui m'intéressait moi aussi à l'époque, c'était ingurgiter de la connaissance en fait. Et vu que je passais énormément de temps à écouter des podcasts, lire des livres, me renseigner en fait sur le féminisme et sur toutes les autres luttes, je me suis dit en fait, go faire quelque chose à ce niveau-là parce que cette connaissance-là, elle est trop précieuse et j'ai vraiment envie qu'un max de personnes soient au courant de ça parce que, en fait, moi, le féminisme, ça m'a sauvé la vie, quoi. Du coup, je voulais que ce soit accessible, en fait, au plus grand nombre parce que, ok, moi, j'adore lire pendant des heures, écouter des podcasts, tout ça, mais c'est pas à la portée de tout le monde, ne serait-ce que en termes de vocabulaire universitaire, des termes qui peuvent être durs à comprendre, des façons de réfléchir qui sont pas à la portée de tout le monde parce qu'il faut avoir eu justement le background un peu universitaire pour comprendre le type de raisonnement, même, plus la forme que le fond, je veux dire, le fond peut être compréhensible mais pas forcément la forme qui peut être un peu trop universitaire pour certains. Plus, en fait, pas tout le monde a 4 heures devant soi pour lire un essai de 200 pages, là. Et du coup, je me suis dit, en fait, la BD, c'est un format qui marche trop bien et que on peut faire passer des idées qui sont super bien en seulement quelques... Enfin, pas super bien, mais genre, je me lance pas des fleurs, c'est plus... on peut faire passer des idées de façon très efficace, voilà, seulement en quelques cases, et qui pourront amener les gens à réfléchir. En fait, c'est plus ça, c'est les inviter à réfléchir sur un sujet, se poser, pas forcément 4 heures devant un livre, mais se poser 5 minutes devant une BD sur Instagram et réfléchir à tout ça pour ensuite, en parler avec leurs potes, avec leur famille. Et c'est un peu une introduction, en fait, et dire, tiens, moi j'ai lu ça, ça m'intéresse, je pose ça là, ça peut en intéresser d'autres, et faites-en ce que vous voulez, quoi. Moi, c'est une question que je me pose beaucoup d'ailleurs de comment on ramène des gens qui sont pas du tout d'accord ou intéressés à la lutte, dans la lutte, et comment on parle à d'autres publics que ceux à qui on s'adresse tout le temps. Et j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu ce que tu fais parce que je trouve que tu as des posts qui sont soit très en profondeur et radicaux quand même, mais qui sont hyper
j'ai l'impression, ouvert à tout le monde. Tu vas aussi parler à ceux qui votent pas, tu vas aussi parler à ceux avec qui t'es pas d'accord, tu vas aussi, enfin, tu vas t'adresser à tout le monde. C'est ça que je trouve chouette dans ton travail aussi. Merci. Bah, en fait, c'est que, une fois de plus, je m'inspire vraiment de ce que j'ai autour de moi, je pense. C'est-à-dire que bah, mon cercle proche est très militant et souvent on a quand même beaucoup les mêmes idées. Pas surtout, mais on a quand même beaucoup les mêmes idées. Et du coup, c'est plutôt ben, quand je parle, je sais pas, à ma famille ou à des potes un peu moins proches, où là, bah, du coup, je suis confrontée à des gens qui soit sont pas beaucoup politisés, soit ont pas, comment dire, cet intérêt-là pour la politique et du coup n'ont pas non plus cette volonté de creuser le sujet et d'essayer de comprendre. Et je me dis, mais en fait, ces gens-là, comment est-ce que je leur parle dans la vraie vie et comment est-ce que je fais pour que ça les intéresse. Et c'est aussi pour ça, enfin, on commence tous à un niveau zéro en militantisme et c'est normal au début de pas tout comprendre. Et c'est pour ça que j'essaye de jongler en termes de post pédagogique / vulgarisation sur des sujets qui sont entre guillemets en surface, mais qui vont donner l'impulsion d'aller d'aller chercher soi-même, de s'intéresser, etc. Et de l'autre côté, bah, pour les personnes qui ont déjà un petit peu creusé, bah, de proposer d'autres choses et des conversations où là, ça va être plus des livres que je vais avoir lus, des discussions que je peux avoir avec mes amis proches où en fait je vais me dire mais en fait cette discussion elle est trop intéressante, il faut trop qu'on en fasse un truc et des fois je fais des posts en collaboration avec des amis qu'on écrit à plusieurs, etc. Donc il y a ça et il y a aussi tout l'aspect empathique en fait de se mettre à la place de l'autre et de dire comment est-ce que cette personne-là je vais réussir à l'intéresser, comment est-ce que je vais réussir à lui faire comprendre mon point de vue même si au départ on n'est pas d'accord. Sans forcément chercher à convaincre, mais plus à essayer de mettre quelque chose de moi je comprends ce que tu veux dire et toi tu comprends ce que je veux dire et après libre à toi d'aller plus loin et de prendre en compte ce que moi je t'apporte en fait. Parce que de toute façon Instagram c'est assez à sens unique, enfin, c'est le double, enfin, la discussion à double sens est assez limitée dans le sens où moi je vais arriver, je vais déposer quelque chose et les gens, la discussion, elle va se faire par commentaire, elle va se faire par message, mais au final, les gens, je les ai pas en face de moi pour pouvoir débattre. Donc en fait, c'est plutôt moi qui arrive et qui peut essayer d'apporter quelque chose. Et de l'autre côté, je trouve que c'est assez restreint pour les personnes en face. Donc ouais, c'est comment est-ce que je communique de façon efficace en fait pour toucher les gens. Et c'est aussi pour ça que y a une partie des posts que je fais qui sont pas purement pédagogiques, mais qui partent d'une anecdote personnelle ou d'une anecdote d'un ami, et où à partir de cette expérience-là, j'essaye d'en faire quelque chose de politique et j'essaye de l'analyser et d'amener la personne qui lit la BD à avoir le même cheminement que moi, ou du moins d'essayer de comprendre mon cheminement pour en tirer des conclusions ou des portes ouvertes. Ouais, c'est hyper intéressant de savoir comment tu réfléchis, la lecture aussi de ce que tu fais, parce que, enfin, c'est tout un cheminement de pensée qu'on n'a pas forcément quand on crée, alors que c'est le plus important, parce que c'est comme ça aussi que tu touches les gens de la façon dont tu le souhaites, quoi. Mais pour justement ton processus créatif, comment ça se passe? Comment déjà tu choisis tes sujets? Enfin, là tu m'as dit c'est des anecdotes qui te sont arrivées ou alors des choses qui t'intéressent, mais à quel moment déjà tu dis bon ça je sais comment le mettre en image et à partir de là comment tu vas vérifier tes propos parce que tu as aussi des posts hyper chiffrés, cadrés. Enfin moi je trouve qu'il y a un gros travail de sourçage aussi derrière et voilà quel est ton processus créatif? Je parle longtemps pour dire une phrase. T'inquiète. Mon processus il est très chaotique finalement. C'est super. Parce que j'ai une liste longue comme le bras de sujets que j'aimerais traiter. Et il y a des sujets, ça fait déjà plusieurs années qui sont sur cette liste et que je ne les ai pas traités encore. Mais en gros, c'est un peu en fonction de mes envies à l'instant T et de l'urgence de certains sujets aussi. Et aussi, ça évolue aussi avec ma façon de penser. Genre, il y a des sujets que pour moi, il y a un an, c'était obligatoire qu'il fallait que je les traite. Et maintenant, j'ai envie de traiter d'autres choses. Mais dans l'idée, ça va être... pour des trucs un peu plus pédagogiques, comme je te disais, ça va être... Je vais lire un livre, il y a un truc qui va sortir du livre et je vais me dire « faut absolument que tout le monde ait cette information ».
Et du coup, je vais me le noter. Ou alors, ça va être, je marche dans la rue, j'ai une idée par rapport à une discussion que j'ai eue avant-hier avec un pote ou avec quelqu'un que j'ai vu dans la rue. Enfin, et du coup, j'ai une façon très désorganisée. J'ai des notes un peu partout sur plein d'applis, sur plein d'appareils différents, d'idées de sujets. Et en fait, je pioche dedans en fonction de mes envies à l'instant T quand je travaille. Quand je fais un post un peu plus pédagogique, du coup, que je choisis un sujet vraiment féministe ou politique et que je me dis « Ok, ça, j'ai envie de l'expliquer », très souvent, la première phase de process, ça va être de réfléchir à comment est-ce que je veux l'amener. Est-ce que je veux l'amener d'une façon rigolote? Est-ce que je veux l'amener d'une façon plus universitaire où du coup, je vais prendre la personne par la main et je vais lui expliquer petit à petit, en gros, grand 1, grand 2, grand 3, même si c'est pas écrit comme ça dans mes posts, mais dans l'idée, c'est ça. C'est, j'expose le grand 1, quel est le lien entre le grand 1 et le grand 2, quel est le lien entre le grand 2 et le grand 3, quelles sont les idées principales, quelle est la conclusion du post. Parce que pas tout le monde a envie de lire une dissertation, mais une petite BD de 10 cases, ça rend la chose plus facile. Ou alors, comment est-ce que cette idée-là, je peux l'illustrer à travers quelque chose d'un peu plus rigolo, d'un peu plus fun, si j'y arrive, et si du coup c'est une idée que je veux faire passer qui nécessite moins de connaissances culturelles, universitaires, justement avec moins de chiffres. Souvent quand j'ai des posts avec beaucoup de chiffres, je suis obligée de faire un truc un peu plus... universitaire où je fais grand 1, grand 2, grand 3 en gros. Et dès que je peux, j'essaye de faire des choses un peu plus impactantes et un peu plus rigolones et fun à lire parce que je sais que ça peut être chiant de lire 10 slides avec beaucoup de texte et beaucoup de chiffres. Donc voilà. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends un document Word et j'écris tout. En fait, ça, je pense que c'est avec l'expérience, mais du coup, j'écris 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et en fait, ça correspond à mes 10 slides et je me dis, ok, j'ai 10 slides, comment est-ce que je fais ça en 10 slides? Et je sais qu'une slide, c'est maximum 5-6 lignes de texte sur Word. Et du coup, j'essaye d'écrire mon texte un peu comme ça. En fait, en même temps que j'écris, je visualise, moi, comment est-ce que je vais mettre ça sur ma case Instagram. Comment ça rentre dans une case de BD? Est-ce que je fais qu'une seule grosse case? Est-ce que ma case, je la divise en plusieurs cases? Et après, je fais mes BD directement sur la tablette, avec du coup mon texte qui est à côté. Selon les posts que je fais, j'ai des étapes de relecture. Si je suis plus ou moins sûre de moi, je fais relire la partie qui est écrite sur Word à déjà des potes et je leur dis est-ce que ça se comprend? Est-ce que la logique elle y est? Est-ce que si toi tu connais pas le sujet tu comprendrais ou pas? Bon, souvent c'est des gens qui connaissent déjà le sujet et en plus c'est des gens qui ont un peu la même façon de penser que moi, donc je sais pas si c'est super efficace de faire ça. Mais ça fait du bien d'avoir un backup un peu. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et en plus, des fois, j'ai aussi des personnes de mon entourage qui me disent « Ah, ça, je l'aurais pas amené comme ça » ou « Ah, ça aurait été peut-être plus pertinent de le faire comme ça » et je me dis « Ah, mais oui, trop bien !» Et du coup, ça devient un peu un post collaboratif avec des potes, quoi. Et c'est grave cool. Donc cette étape-là, je la fais ou pas, selon si moi j'en ressens le besoin ou si je suis sûre de moi dans ce que je fais à 100%. Et après, je le dessine, je le colorie, j'essaye de rendre ça bien. Et pareil, je le renvoie à des potes, avec leur consentement, bien sûr. Je leur dis « Tu veux bien lire ma nouvelle BD ?» Ils la lisent, ils me disent si ça se comprend ou pas. En fait, souvent, si je le fais lire avant, à l'étape de texte, c'est que j'ai aussi besoin de feedback sur le fond. Que je veux bien des retours sur est-ce que ça se comprend, est-ce qu'il y a des idées qu'il faudrait développer plus, est-ce que le gros est compris, quoi. Et souvent quand je le fais lire après avoir fait ma BD, c'est est-ce que esthétiquement c'est ok, est-ce que ça se lit bien comme une BD en fait. Donc voilà, j'ai des allers-retours à ce niveau-là. Des fois, je fais pas relire du tout, ça dépend des fois. Et des fois, je fais relire à une ou deux étapes. Et après, en fait, je le poste sur Alors, j'ai un compte Instagram où je follow personne et personne me follow, mais qui est un compte Instagram qui est en gros mon compte de brouillon, où en fait, je poste tout ce que je fais avant de le poster sur mon compte à moi, pour déjà voir si esthétiquement ça rend bien sur mon feed, genre si j'ai choisi des couleurs qui sont à peu près correctes. Et aussi,
notamment par exemple quand il y a des posts qui sont pas en format carré mais qui sont en format rectangle, voir comment est-ce que ça se croppe au milieu, et aussi voir si c'est écrit assez gros pour quand on lit sur Instagram, parce que moi je suis complètement myope et du coup j'ai besoin que ce soit écrit un minimum gros quand je lis des posts, sinon je sais que je les lis pas. Il y a des posts qui ont l'air super, mais je suis en mode frère, c'est écrit en taille 8, là je lis pas, c'est pas possible pour moi, c'est trop fatigant. Donc j'ai ce compte-là où en fait je mets tout et après je prends mon téléphone et je me dis oh une nouvelle BD et je la lis et je me mets à la place de quelqu'un qui découvre ça et je me dis ok, est-ce que j'ai assez bien écrit déjà, genre je me suis appliquée sur mon écriture, est-ce que c'est écrit assez gros, est-ce que c'est espacé, est-ce qu'on comprend en fait, si on découvre la BD pour la première fois, est-ce qu'on la comprend, et une fois que ça c'est validé, je la poste sur mon compte quoi. Et du coup pour ce qui est des posts qui sont pas de vulgarisation mais qui partent plutôt d'une anecdote personnelle ou d'un constat que j'ai fait, là je suis plus tant dans le process de universitaire en fait, de venir déballer des connaissances, mais je vais plutôt mettre l'emphase sur les émotions et essayer d'expliquer en fait comment est-ce que je me suis sentie à ce moment-là pour que les émotions soient retranscrites et qu'en fait on puisse suivre ce processus-là que moi je me suis fait à l'intérieur de compréhension de ce qui est en train de se passer, de l'analyser et d'en ressortir pour dire bah, en fait c'est pas du tout uniquement individuel ce qui est en train de se passer, c'est complètement c'est systémique, c'est le système et je suis pas du tout la seule personne à vivre ça. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup en fait au début de mon compte je voulais faire uniquement du contenu pédagogique, mais je me suis dit mais en fait il y a tellement de choses où on a l'impression qu'on est tout seul à vivre ça, genre expliquer des choses c'est super, mais il y a des choses aussi qui se passent à l'intérieur de nous et le politique c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous et dans nos vies intimes et c'est des posts qui parlent à énormément de monde. Et il y a des gens, des fois, qui viennent m'envoyer des messages pour me dire « Mais merci, en fait, d'avoir parlé de ça et merci d'avoir mis des mots sur ce que je ressentais. » Et bon, déjà, c'est super thérapeutique pour moi de faire tous ces dessins-là, genre de prendre le temps de me poser, d'essayer de mettre des mots sur ce que je ressens, d'essayer de les faire comprendre à des autres. C'est super thérapeutique pour moi. Mais alors, c'est trop génial quand ça permet ne serait-ce qu'à une personne aussi de relate et de dire oh purée, je viens de comprendre un truc moi aussi de mon côté. Mais ouais, du coup, dans ce processus-là, c'est plutôt un processus intérieur de venir mettre des mots sur ce que j'ai vécu et les analyser avec tout le prisme de connaissances que j'ai accumulé depuis toutes ces années de m'intéresser au féminisme. En fait, de prendre la théorie que j'ai fait dans mes postes pédagogiques et de venir le mettre en pratique et de dire, bah, en fait, tous ces trucs-là que je connais du féminisme, des mécanismes de violence, des oppressions, etc., ben, je prends la grosse boule là et j'essaye de la démêler et de dire, ben, en fait, ça c'était ça, ça c'était ça, ça c'était ça, et d'en tirer une conclusion, quoi. C'est ouf de voir tout le taf qu'il y a derrière. Enfin, moi, j'imaginais, mais tu vois, je trouve que c'est important de vraiment lister toutes ces étapes parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte de toute la vente, même juste la vente du dessin. Enfin, là, il y a plein d'étapes avant de commencer. Ouais, et en plus, j'ai oublié de le dire, mais sur des projets comme des postes pédagogiques, quand il y a un sujet qui m'intéresse, par exemple, que j'ai vu dans un livre, très souvent, je vais avoir envie de trouver d'autres sources. Je vais avoir envie de trouver d'autres points de vue et du coup je vais lire des livres exprès sur ce sujet-là pour pouvoir en parler. Genre là par exemple j'ai fait avec mon amie Dune, j'ai fait un post sur les limites de la misandrie face à la transidentité parce que c'est une discussion qu'on avait eue tous les deux que j'avais trouvée grave intéressante et c'est lui qui avait lu énormément de choses sur ce sujet-là et qui m'avait après donné toutes les sources pour que moi je puisse aller lire les livres, etc. Et on a fait ce post ensemble. Et là, en ce moment, on travaille sur la suite, qui est les limites de la misandrie par rapport aux questions de race et de classe, et de masculinité, en fait, de façon générale. Et du coup, je suis en train de lire des livres et écouter des podcasts sur ça pour pouvoir faire ce post-là, en fait, de vulgarisation et pas me baser uniquement sur notre discussion à nous et un seul livre que je vais avoir lu sur le sujet, quoi. Ouais, donc c'est c'est ça C'est un travail de synthèse en fait, d'abord à faire. Carrément. En plus, tu travailles sur plein de sujets différents. Du coup, il faut être expert sur plein de sujets différents. Oui. C'est ça qui prend un temps dingue, mais c'est génial. Et du coup, j'avais deux questions aussi sur... là, tu parlais
de Instagram et de te mettre à la place des gens et tout. Déjà, la première question, c'était c'est quoi les tips pour rendre un post inclusif, justement? Tu sais, j'ai vu que tu faisais de la transcription, par exemple. Est-ce que tu peux nous dire... Oui, Ouais. ça s'apprend avec le temps. En fait, ça, j'ai découvert des choses avec le temps. Donc moi, la première chose qui m'a sauté au visage, c'est que en fait, en tant que moi-même consommatrice de contenu, justement, ce que je te disais, les posts écrits trop petits, je les lis pas. Donc la première chose que j'ai fait, c'est écrire gros. Et en fait, après, c'est des informations que j'ai eues au fur et à mesure par des retours de gens qui vont être handis ou qui vont avoir des problèmes pour lire ou des choses comme ça. Ou en fait des gens qui créent du contenu depuis longtemps et qui vont donner des tips pour rendre ça plus inclusif. Donc il y a la taille du texte, il y a la police d'écriture quand on utilise une écriture pas manuelle du coup. Il y a le fait d'utiliser une police en fait où il n'y a pas l'arrondi des lettres à la fin, la sorte de patte, enfin je sais plus comment ça s'appelle, il y a un mot pour ça. Donc essayer d'utiliser une police comme ça le plus possible. Il y a le fait de mettre un texte alternatif et une transcription. Donc la transcription, c'est prendre tout ce qui a été écrit à la main dans le post pour le mettre en commentaire, pour que les gens qui aient du mal à lire l'écriture manuscrite puissent la voir avec une écriture numérique. Dans le texte alternatif, souvent j'essaye de décrire les images que j'ai mises en plus du texte pour contextualiser. En fait, ça permet aux gens qui voient pas ou voient pas très bien je crois que c'est moi quand je mets le texte après c'est lu en fait par l'application et du coup je vais dire par exemple on voit 2 personnes assises dans le métro, la première est sur son téléphone, l'autre la regarde et la juge et en fait j'essaye de décrire un peu plus le contexte avec les intentions aussi, notamment pour les personnes neuroatypiques qui ont du mal à comprendre certaines intentions. J'essaye de mettre genre que c'est une blague ou c'est du sarcasme ou que la personne est en colère. Donc il y a ça. Et aussi au niveau vraiment de l'art, et ça, je pense que ça peut t'intéresser aussi, c'est vraiment jouer avec les saturations des couleurs. C'est quelque chose que j'ai découvert en fait sur mon logiciel de dessin. Je peux passer mon dessin en mode saturation et du coup avoir mon dessin en niveau de gris. Et ça me permet de voir si en fait on comprend le dessin, si celui-ci est en noir et blanc, et si du coup les choses importantes qui devaient ressortir ressortent, ou si en fait c'est très confus et que tout est à peu près à la même saturation, et que du coup, si on a des problèmes pour voir les couleurs ou quoi, en fait on comprend ou pas le dessin. Et ça maintenant c'est quelque chose que je fais systématiquement. Une fois que j'ai terminé mon dessin, je le passe en noir et blanc, et je regarde en fait si... il est globalement lisible ou pas, quoi. Oui, j'avais vu ça pour le graphisme. Il y a des gens qui mettent des messages, mais c'est du rose pâle sur du rose moins pâle, et du coup, ça, c'est illisible pour plein de gens. Exactement. C'est pareil. Et c'est pareil, du coup, au niveau du texte, par exemple, quand tu mets des stories ou des choses comme ça, c'est cool de mettre un fond de couleur sur ton texte qui est un peu plus pâle que la couleur de... Et du coup, ça permet aux gens de mieux voir, ceux qui ont des problèmes pour voir, de mieux pouvoir lire le texte. Et après, il y a d'autres tips comme toujours justifier le texte à gauche et pas l'écrire au milieu, là, pour que les personnes qui ont du mal à suivre, elles sachent toujours... Enfin, en fait, ton œil, il va suivre la ligne qui est créée verticalement, là, pour savoir quand est-ce que tu reviens au début de chaque ligne. Voilà, c'est des petits trucs que même... Enfin, il y en a plein d'autres, hein, et ça s'apprend au fur et à mesure, et il faut écouter les personnes handies qui prennent le temps souvent de commenter sous les publications, et malheureusement il n'y a pas énormément de personnes qui les écoutent, mais ça s'apprend au fur et à mesure, et même moi je suis sûre que je fais pas tout correctement, mais j'essaye, quoi. Je trouve que tu les rends inclusifs aussi dans la façon dont tu parles aux gens. Par exemple, pour les personnes neuroatypiques, juste ton dernier post, enfin je crois que c'est un de tes derniers en tout cas, tu parles pour les personnes anxieuses, regardez quand on arrive au bureau de vote, parce que je pense qu'il faut remettre ce podcast dans le contexte aussi. Là, on l'enregistre le 27 juin. Donc, on est 3 jours avant
les élections post-dissolution. Donc c'est un peu tendu, on va pas se mentir. Mais du coup, t'as fait beaucoup de posts aussi là-dessus et sur comment aller voter. Et du coup, notamment là, le dernier sur les personnes anxieuses au bureau de vote, comment ça se passe? Ouais, bah en fait, je crée aussi du contenu que moi j'aimerais voir. Et vu que je suis quelqu'un de neuroatypique, je sais que quand il y a quelque chose que je ne sais pas faire, j'aime bien qu'on me propose des étapes, en fait un step by step, mais vraiment très complet, et pas juste un peu vague de « oh bah juste tu vas au bureau de vote et tu prends l'enveloppe et puis voilà, c'est bon, c'est terminé ». Enfin bon, moi ça me suffit pas pour calmer mon anxiété. Tout comme si on me dit bah c'est facile, va sur le site de la procuration et fais ta procuration, et je serai en mode mais d'accord, mais comment ça marche en fait, et ça il y a quelqu'un qui était venu me le dire en fait c'est principalement partie de ça aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit mais ok, moi je veux bien faire ma procuration, mais personne ne parle de comment est-ce que ça se passe une fois qu'on est au commissariat pour faire valider sa procuration. Et elle me dit, moi ça me rend super anxieuse en fait d'y aller et de pas savoir comment ça se passe. Et je me suis dit, mais c'est vrai, genre moi j'avais super peur la première fois où j'y suis allée. Bon, les autres fois où j'ai fait mes procurations, je savais comment ça se passait, du coup je me suis pas reposé la question, mais la première fois j'étais super stressée. Et du coup je me suis dit, oh waouh, mais c'est vrai qu'on manque en fait de contenu qui est pas uniquement informel, mais qui vient mettre aussi de l'émotion dedans, qui est bah viens, je te prends par la main et je t'explique et t'inquiète, ça va bien se passer, même si t'es stressée. Et ce que je comprends parce que je suis moi-même stressée par ce genre de choses. Et du coup, ouais, c'est... Bon, en l'occurrence, pour ce contenu-là, je me suis juste mis dans mes propres baskets et je me suis dit, ok, quelles sont les informations que j'aimerais avoir pour faire cette démarche-là, d'aller faire la procuration en toute sérénité, et quelles sont les informations que j'aimerais avoir sur comment ça se passe le jour J du vote pour pas être super stressée et finalement me dire « Ah, je suis trop anxieux pour aller voter, donc je vais pas voter ». Et du coup, ouais, j'en ai fait quelque chose où j'essaye d'être le plus précis possible pour que les gens aient toutes les clés en main et se disent « Ok, je sais comment ça va se passer du début à la fin, je n'ai pas besoin d'avoir plus peur que nécessaire, on va dire, parce que ça suffit pas, je pense, à calmer toute l'anxiété, mais j'espère au moins une partie. Et du coup, oui, ouais, c'est ça, je crée aussi du contenu que moi, j'aimerais bien voir. Moi, ce que j'aime aussi, c'est de créer du dialogue entre les gens. Je trouve qu'on en manque beaucoup, et de bienveillance et de dialogue. Donc, ça que je trouve chouette dans ton travail, c'est que j'ai l'impression que tu parles autant aux gros radicaux, machin, qu'aux gens qui connaissent rien. Et je trouve que ça va avec, donc c'est chouette. Merci. Et j'essaye. Bah, tu essayes très bien, tu le fais très bien. Et pour, du coup, continuer sur la vibe Instagram, qu'est-ce que tu penses en ce moment d'Instagram? Est-ce que tu te sens bien? Qu'est-ce que tu penses aussi de tout ce qui est visibilité, censure en ce moment? Et qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à tout ça? Est-ce que tu as des solutions ou pas encore? Parce que des fois, on n'a pas trop de solutions. Donc, j'ai zéro solution. C'est la dèche. Non, vraiment, c'est affreux, en fait. Le mot est dur. Non, mais je dis ça en plus, j'ai un grand sourire et je suis en train de rigoler. Je suis en mode c'est affreux, en mode yes, les pouces levés, mais les larmes qui coulent. Non, Instagram, c'est vraiment affreux, et c'est un peu ce qu'on se disait avant qu'on commence à enregistrer. C'est que pour moi, Instagram, c'est vraiment le capitalisme pur et dur. C'est-à-dire que Instagram se nourrit de tous les contenus qui sont créés par des créatrices de contenu, et en échange nous fait des doigts d'honneur. Genre nous on se fait chier à créer des choses, ça nous demande des heures de travail, et déjà on n'est pas rémunéré pour Instagram, ça il faut le savoir, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est le cas, mais en fait non, on n'est pas rémunéré directement par Instagram. Instagram ne nous paye pas. Quand on est payé, c'est par les marques avec lesquelles on fait des partenariats, si jamais il y a des gens qui font des partenariats avec des marques, et où il y a quelque chose qui a été mis en place il n'y a pas longtemps sur les réels, là, les Reels, où on peut faire des cadeaux, mais du coup c'est l'argent des gens en fait. C'est les gens qui décident de tipser leurs créateurs et créatrices de contenu préférés. Mais Instagram nous paye 0. Et en plus de ça, son algorithme est de pire en pire. Et en fait, moi par exemple là j'ai 8000 personnes qui me suivent, et mes posts et mes stories vont être montrés à mes stories quand je
parle de politique, ça tourne autour des 200 personnes, 200 sur 800, 200 sur 8000. C'est rien du tout. Mes posts, ils vont être montrés à même pas un dixième des personnes qui me suivent. Et souvent, c'est parce que des gens repartagent ou autre que j'arrive à atteindre un peu du monde. Mais non, en fait, c'est super anxiogène. Et nous, on crée des choses, l'algorithme ne le montre pas. Du coup, on essaye de recréer d'autres choses pour réussir à avoir cette visibilité-là. Instagram ne le montre pas. Et en fait, je trouve que c'est d'autant plus double peine quand tu es à la fois militant et à la fois artiste. Parce que moi, mon travail, j'aimerais qu'il soit vu, non seulement parce que d'un côté uniquement purement business, Instagram, c'est ma vitrine. Donc, en fait, que mon contenu atteigne des gens, c'est aussi comme ça que moi, je vais avoir des clients, que je vais avoir des gens qui veulent que je dessine pour eux, que ça va être montré aux maisons d'édition, que je vais pouvoir avoir des contrats. Mais c'est aussi parce que, comme je disais, le féminisme, ça m'a sauvé la vie. C'est du contenu que, en fait, j'ai envie que tout le monde puisse avoir accès. Et je trouve ça ouf que sur une plateforme qui, du coup, est gratuite, qui se fait de l'argent sur notre dos, quand nous, on met quelque chose, c'est pas montré à tous les gens qui nous suivent, alors que les gens se sont abonnés à nous pour ça. Genre, vraiment... C'est comme si je prenais mon téléphone, que je crée un groupe WhatsApp de 8000 personnes, que j'envoie ce que j'ai fait, mais que c'est délivré que à 10% des gens. Et que t'as une chance sur 10 en fait de recevoir mon message. Non, c'est pas normal. Et du coup, c'est super fatigant. C'est un cercle vicieux en fait. Et pour moi, c'est vraiment le capitalisme pur et dur de STP produit, mais en échange, t'as des cacahuètes quoi. Parce que oui, il y a des marques ou des entreprises ou des assos qui vont te démarcher en disant on t'apporte notre visibilité sur Instagram, mais en fait la visibilité déjà en ce moment elle est ridicule et en plus c'est pas ta visibilité, elle me rapporte concrètement 0 argent parce que Instagram me paye 0 argent. Donc non, c'est juste affreux. Et puis on est rendu complètement dépendant de cette plateforme parce qu'on pourrait dire dans ce cas-là si t'es pas content va voir ailleurs. C'est ça. Mais en fait il n'y a pas d'ailleurs pour l'instant en tout cas qui sont assez tangibles pour c'est ça, en fait on est complètement dépendant et j'ai rencontré des artistes qui me disent mais t'as pas besoin d'Instagram pour pouvoir vivre de ton métier, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de followers pour vivre de ton métier et je suis d'accord. En fait, je pense qu'aujourd'hui, quand t'es artiste, t'as plusieurs façons de réussir à avoir des contrats. Soit t'es quelqu'un de super sociable, super à l'aise, et tu vas faire des événements, tu vas rencontrer du monde, tu vas faire du réseautage, tu vas parler avec des gens, et du coup, t'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés sur Instagram, tant que t'as un endroit où on peut te retrouver, que ce soit un site internet ou un réseau social, je sais pas, bon... tant qu'on peut te retrouver quelque part où t'as une carte, ce sera ok parce que ça va marcher avec du bouche à oreille. Soit t'es comme moi, t'es anxieux, t'as pas énormément d'énergie, t'as pas énormément de batterie sociale, donc tu fais pas énormément d'événements comme ça. Et du coup, ta présence en ligne, c'est la seule présence que t'as. Et en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, toutes ces plateformes-là, elles sont détenues par Meta, qui, du coup, utilisent les mêmes algorithmes partout, qui est de te pousser à toi produire encore plus de contenu pour essayer de te démarquer. Et en plus, les plateformes t'incitent à payer pour pouvoir te faire démarquer. Genre le nombre de fois où j'ai des pubs pour que Instagram me dise « Voulez-vous que cette publication atteigne plus de monde, donnez-nous des sous ?» Et je suis en mode, mais en fait, déjà, tu montes... Ouais, c'est toi qui dois me donner des sous. Genre, ça marche pas comme ça. Déjà, montre mon contenu à toutes les personnes qui me suivent et on en reparle. Arrête de me censurer dès que je dis le mot Palestine ou Macron. Enfin, c'est bon, quoi. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire ? Non seulement elle nous pousse à de l'argent, oui, et aussi le nombre de fois où on m'a proposé d'avoir le petit badge bleu où du coup il faudrait que je paye je crois une dizaine d'euros par mois pour pouvoir avoir accès à ça pour qu'en fait la plateforme fasse correctement son travail. Mais en fait non, ça marche pas comme ça, une fois de plus. Donc c'est super triste, mais on est dépendant aujourd'hui de cette plateforme-là. Après, moi, dans l'idéal, j'aimerais trop, par exemple, et ça j'y pense, à faire un blog, comme au Manche de Temps, là, les petits blogs BD que j'adorais lire quand j'étais ado. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram, tout le monde est sur TikTok, tout le monde est sur YouTube, et c'est ces réseaux-là qui sont utilisés. Et vouloir sortir de ces cases-là, c'est super.
Mais du coup, c'est plus dur aussi, parce que va dire aux gens, je mets que la première case de ma BD va lire la suite sur mon site. Les gens vont pas lire, et je le sais parce que je suis la première à ne pas aller le faire quand les autres me le proposent, ou me dire je le lirai plus tard, et des fois après j'oublie. Donc parce qu'on est trop habitué à tout consommer rapidement, gratuitement. Après, il y a d'autres plateformes, par exemple comme Patreon, où là on peut demander à se faire rémunérer, mais la France elle a encore beaucoup de mal avec ça, d'accepter qu'il faut rémunérer les créateurs et les créatrices de contenu pour les créations et le contenu qu'on te propose en fait. Que là, nous, tout le travail qu'on est en train de faire, c'est du travail bénévole et ça devrait pas être le cas. Et que en fait, quand t'achètes le journal, tu l'achètes. Donc pourquoi est-ce que t'achèterais pas Medislides sur Internet ? Voilà. Mais si un jour il y a un autre réseau qui se crée semblable à Instagram, avec la volonté justement de, je dis même pas rémunérez-nous parce que ça n'arrivera jamais, mais d'avoir un algorithme qui favorise justement le fait de montrer notre travail aux personnes que ça intéresse, je pense que je migre dessus direct, ça c'est sûr. En plus, Instagram en termes de modération, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est le réseau le plus... Enfin, il est à droite, quoi. Et il est même voire très à droite parce que moi, je vais me faire censurer parce que j'ai dit le mot raciste, mais quand je vais avoir des commentaires racistes sous mes posts et que je vais les signaler, ils vont pas être supprimés parce qu'on va me dire je ne vois pas le problème à ce commentaire-là, mais toi qui as dit le mot racisme, là, c'est problématique. Ouais, carrément. Là, c'est ouf, quoi. Genre. Carrément. J'ai l'impression qu'il y a une réticence aussi de la part des militants de terrain, on va dire, des militants IRL, par rapport au militantisme sur les réseaux. Peut-être que je me trompe, mais j'ai déjà entendu le fait que les réseaux sociaux, c'est pas là où le militantisme se passait. Le vrai militantisme, c'était en vrai. Toi, tu fais les deux, je crois. Qu'est-ce que tu penses du militantisme sur les réseaux? Et pour toi, quel est le bénéfice de communiquer sur les réseaux sur des choses politiques? En fait, pour moi, les deux sont super complémentaires et nécessaires et correspondent à certains types de personnes. En fait, pour moi, tu peux faire les deux, tu peux faire un des deux. Dans tous les cas, c'est du militantisme. Et j'ai déjà aussi entendu ce truc-là de le militantisme en ligne, ça sert à rien, c'est nul, etc. Et en fait, c'est pas vrai. Parce qu'on est en train de créer des choses qui vont être... c'est des archives, en fait, c'est du travail. Ça permet l'accès à la formation, un accès à l'information qui est plus rapide, qui est plus efficace, où justement, le fait d'avoir des petits formats, ça va nous obliger à aller à l'essentiel, etc. Donc moi, je trouve que le militantisme sur les réseaux, si on met Instagram et sa politique de côté, c'est super. En plus, ça permet aux personnes qui veulent militer, mais qui n'ont pas trop l'énergie, habitent dans des endroits où c'est plus compliqué de se rassembler, etc., de pouvoir faire quelque chose s'ils en ont envie. Et en fait, je trouve que les deux sont super complémentaires et genre, moi, je jongle avec les deux. Enfin, la plupart du temps, j'ai pas énormément d'énergie, donc je fais ça principalement en ligne. Et c'est aussi parce que c'est là où, du coup, je me sens à l'aise, parce que je peux prendre le temps que je veux pour élaborer la façon... Enfin, mon point, en fait, genre mes posts, je travaille plusieurs heures dessus. Si à un moment, j'écris quelque chose et que finalement, je veux pas le formuler comme ça, j'ai juste à effacer et recommencer. Et... alors que dans le terrain, c'est du one-shot, quoi. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, il y a l'aspect que, par exemple, pour moi, c'est vachement plus fatigant d'aller dans des manifs. C'est stressant d'aller dans des AG ou des conférences ou des associations où je connais personne. Enfin, il y a tout cet enjeu-là. Et je trouve que les deux sont complémentaires et on peut jongler entre les deux, en fait, selon la période de la vie. Genre, en ce moment, par exemple, je suis vachement plus sur les réseaux. Il y a d'autres périodes où je suis moins fatiguée, où je vais vachement plus dans la rue. Et je trouve que les deux sont super et ont leurs bénéfices, en fait. Je trouve que le militantisme sur le terrain, c'est aussi super parce que ça brise l'isolement que créent les réseaux sociaux, souvent.
ce truc-là de en fait je suis tout seul derrière mon écran, même si t'as des gens dans tes commentaires ou dans tes messages qui te disent moi aussi je pense comme toi, et du coup c'est super parce que t'as pas l'impression d'être tout seul, mais d'un autre côté t'es tout seul derrière ton écran. Donc aller dans des assos ou des choses comme ça, c'est génial parce que ça permet de se connecter réellement avec des gens qui vont avoir les mêmes idées que toi et qui vont avoir le même projet de société que toi. Mais je trouve que en fait, le militantisme sur les réseaux, c'est aussi une très bonne introduction à tout ça. Et c'est aussi par là, je pense, qu'on peut intéresser des gens qui de base n'étaient pas intéressés à justement s'intéresser à ces sujets pour peut-être eux-mêmes plus tard aller rejoindre des assos ou des choses comme ça. Et aussi, ce qui est un peu compliqué à gérer avec les réseaux, c'est que quand tu es sur un réseau comme Instagram, que tu crées du contenu militant, très souvent tu vas vouloir suivre du contenu militant et en fait tu vas être dans cette bulle-là de militantisme avec des gens autour de toi qui très souvent sont renseignés sur la question, etc. Et très souvent on va avoir l'impression que en fait, tout le monde autour de nous est à notre niveau de cheminement, de pensée dans le féminisme, dans les autres... Enfin, je dis féminisme dans le sens large pour toutes les luttes, en fait. Ce qui est assez dangereux, je trouve, avec le fait de faire du militantisme uniquement sur les réseaux, c'est de s'enfermer dans une sorte de pureté militante où, en fait, on va s'attendre à ce que la personne en face qui crée du contenu ou qui commente le contenu, enfin, qui interagit, en fait, avec ce contenu-là, soit experte en tout, quoi, et connaissent tout sur le bout des doigts, alors qu'en fait, non, le militantisme, c'est un processus qui est à vie, en fait. On apprend toujours des choses, on est tous passés par la case 0, 2, je comprends même pas tous les mots, à j'en comprends certains, je comprends certains concepts, etc. Et on continue comme ça. Et en fait, je trouve que le militantisme, ça a aussi tendance à favoriser le fait qu'on se tape entre nous plutôt que de taper sur nos ennemis et de venir chercher la petite bête sur telle personne qui aurait utilisé ce mot-là de façon maladroite. Ah, t'as pas fait ça correctement, là t'as dit un truc, c'est pas ouf, on va te call out. Enfin non, quoi. Venez, on prend soin les uns des autres plutôt que de se taper dessus, et c'est normal que pas tout le monde soit au courant des mêmes choses et soit au même endroit dans le processus, dans ce processus-là. Et alors que quand tu fais du militantisme sur le terrain et que t'as quelqu'un qui est en face de toi et qui va venir te parler, en fait, tu vas être vachement... Enfin, je pense que le dialogue est plus facile et moins dans l'agressivité si t'as quelqu'un en face de toi qui t'explique, en fait, moi, j'en suis là, du coup, tout ce que tu me racontes là, j'avais pas ces données-là, alors que sur les réseaux, ça va très vite escalader. Et du coup, je trouve que c'est un peu quelque chose qui est assez malsain. Et en plus, il y a... Si je peux me permettre de discrécer encore plus, je trouve que le fait d'avoir des réseaux, on va plus associer le militantisme à des personnes. Et ça, j'en avais parlé sur un post que j'avais fait sur les relations parasociales, où en fait, c'est le fait que quand t'es quelqu'un qui consomme du contenu, le fait de voir la personne qui crée le contenu, de voir ses posts, de voir ses stories, ça va te donner l'impression d'être ami avec cette personne, de la connaître, en fait, d'être pote. Alors qu'en fait, pas du tout, on n'est pas du tout amis, on se connaît pas. Enfin, et en plus, ce que tu vois de moi sur les réseaux, c'est qu'une seule partie de ma vie, et c'est ce que je choisis de montrer. Et du coup, il y a ce truc-là autour, déjà d'une certaine... de mettre des gens sur des piédestals et de dire, en fait, cette personne-là, son contenu, je l'aime trop, et du coup, je vais valoriser cette personne, je vais jamais remettre en cause ce qu'elle dit, et je vais boire ses paroles et la croire sur parole. Et du coup, on perd l'esprit critique parce qu'il y a des gens qui vont être malgré eux, ou il y a même des gens qui profitent un peu de ça, qui vont être mis sur des piédestals et qu'on va glorifier en fait au sein même de la lutte. Et ça, c'est hyper dangereux déjà pour la perte d'esprit critique. C'est aussi dangereux pour le créateur, la créatrice en elle-même, parce que si demain tu dis une connerie, il va y avoir soit l'extrême de cette personne a dit une connerie, je vais la call out direct, sans tentative de dialogue, parce que t'es censé être expert sur ton sujet et que du coup t'as pas le droit à l'erreur, ou au contraire t'as l'autre extrême qui est
Quoi, j'ai appris que telle créatrice de contenu dont j'aime le travail a fait quelque chose de vraiment pas ouf, mais non, c'est pas possible, je la connais, elle est pas comme ça. En fait, non, tu la connais pas. Genre vraiment, tu la connais pas. Et du coup, je trouve que ce truc-là sur les réseaux, du coup, d'à la fois la pureté militante et à la fois venir glorifier certaines personnes, c'est super malsain. Et pour revenir rapidement à la pureté militante, parce que je viens de penser à autre chose, il y a aussi le fait de l'autocensure, que la pression que ça met en fait, cette pureté militante-là. Genre, honnêtement, moi, si je fais relire mes scripts aussi par des gens, c'est parce que j'ai aussi très peur de dire de la merde, alors qu'en fait, c'est normal des fois de dire de la merde. Enfin, c'est normal. Tout le monde des fois dit de la merde, et je connais pas tout, et donc c'est normal des fois d'être maladroit, et que, bah, en fait, dire une fois quelque chose de maladroit, ça fait pas de moi une mauvaise personne. Mais du coup, vu que c'est directement pointé du doigt sur les réseaux, et que bah, les réseaux font que ça favorise après, enfin pas l'attroupement, mais le harcèlement, enfin, cet effet de groupe là justement, c'est super impressionnant en fait. Et très souvent, c'est pas toujours bienveillant la façon dont c'est dit. Ce qui peut d'une part se comprendre, parce que très souvent bah, tu parles à des gens qui sont déjà en minorité, qui subissent des oppressions, donc quand t'as quelqu'un de leur propre camp qui dit de la merde, ben t'es un peu saoulé quoi, du coup t'as pas envie d'être bienveillant. Donc ça se comprend, mais de l'autre, ben, en fait, venir taper sur des gens qui ont fait des maladresses alors qu'au fond, ben, c'est pas des personnes qui se veulent oppressives, c'est dommage quoi. Et du coup, ben, moi pendant un moment, j'ai eu aussi cette forme d'autocensure, de venir me dire, est-ce que ça je peux vraiment le dire sans me mettre à dos une partie des gens. Et d'un côté, c'est, je trouve un processus qui est sain de toujours se remettre en question est-ce que ma démarche c'est la bonne, etc. Mais d'un autre côté, bah, en fait, on peut pas toujours rester dans cette étape-là d'intellectualisation, et il faut passer à la verbalisation et aux actes. Et du coup, ben, c'est super intimidant aussi d'arriver et de poser quelque chose publiquement sur un compte qui est suivi par des milliers de personnes, et de dire salut, bah, en fait, moi je pense ça. Et en fait, de se mettre au regard et à la critique d'autres personnes qui, des fois, vont être plus avancées que toi dans leur processus et vont permettre de venir justement bah, te taper dessus à cause de ça, quoi. Alors que de base, la démarche est positive et elle est là pour qu'on réfléchisse tous ensemble. Et du coup, cette pureté militante-là, ben, ça vient mettre la pression, parce que en plus, moi, du coup, c'est mon métier, c'est par là où je gagne de l'argent. Donc, si demain, je dis quelque chose de maladroit et que... Prenons un exemple très extrême, hein. Je dis quelque chose de maladroit et on me call out à cause de ça, bah, en fait, je perds mon métier. Enfin, l'argent que je me le fais via Instagram, je me le fais... Enfin, via Instagram, parce que du coup, les gens qui me contactent pour dessiner, c'est des gens qui me suivent sur Instagram, via la boutique qui est sur Instagram. En fait, si demain je me fais cancel parce que j'ai dit quelque chose de maladroit et que j'ai pas eu l'occasion de m'excuser, ben ma vitrine elle est foutue quoi. Donc ça met aussi une forme d'autocensure dont il est compliqué de se détacher. J'essaye de plus en plus de me dire au pire je dis de la merde, et j'essaye de comprendre pourquoi et que je m'excuse, ce qui est, je pense, une façon assez saine de gérer le truc. Mais c'est super dur, et c'est d'autant plus dur que ton compte continue de grandir et que t'as de plus en plus de milliers de personnes qui te suivent. Et là tu te dis, en fait, au début quand je disais de la merde c'était peut-être devant 300 personnes, là ça va être peut-être devant 10 000. Ça change la donne, et l'effet de groupe est vachement plus impressionnant. Enfin, si t'as 300 personnes qui te disent bof, pas ouf ce que t'as fait, ou si t'en as 10 000, quoi. Enfin, le harcèlement est beaucoup plus rapide. Ouais, un peu de bienveillance. Voilà, c'est ça. Il faut pas tomber là-dedans sur les réseaux. C'est sur ça et les gourous, quoi. Les gourous dont on ne remet jamais la parole en question. Et justement, si tu devais faire un petit état de lieu de ce qu'on peut faire sur les réseaux pour apporter de l'aide à la lutte, je sais que toi, par exemple, bah, tu fais ce contenu de vulgarisation, tu fais aussi des cagnottes pour la Palestine, là, par exemple, il y a pas longtemps. Tu as vendu des prints en faveur, on dit, je crois, en faveur d'une cagnotte pour la Palestine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui est possible de faire en tant qu'artiste sur les réseaux pour apporter à la lutte, ou en tant que militant
Le plus gros souci des réseaux, comme je te disais tout à l'heure, c'est la visibilité. Donc, tu peux, à l'échelle individuelle, ne serait-ce que liker, commenter. Enfin, c'est super bateau, tous les créateuristes de contenu disent ça, mais c'est tellement vrai, genre de venir liker, commenter, partager, enregistrer si t'as envie. En fait, ça va montrer à l'algorithme que c'est un contenu qui est cool et intéressant, et c'est là que après il va aller le montrer à d'autres personnes et que ça va atteindre un public que normalement j'ai pas. Genre ça se voit directement. Enfin, moi quand je poste un post, je sais dans la première heure s'il va flopper ou pas, parce que ça se voit directement si en quelques minutes je dépasse la centaine de likes ou pas du tout. Ou si en 30 minutes je vais avoir 12 likes, bah je sais que ce post-là il va mettre du temps à atteindre des gens. Et en fait, si dès le départ, quand il est posté, il y a beaucoup de gens qui interagissent, le message qui est envoyé à Instagram, c'est « ça c'est un contenu qui est intéressant, montre-le ». Et c'est là après qu'il va le montrer à plus de personnes qui sont abonnées à moi, mais aussi à des personnes qui de base n'étaient pas abonnées à moi. Et du coup, ça permet de visibiliser le message qui est avec ce post ou cette story ou n'importe. Donc déjà, il y a ça. Et après, en tant qu'artiste, de toute façon, l'art, c'est politique. C'est comme tout, c'est politique. Et il y a énormément de façons, en fait, de pouvoir contribuer à la lutte selon selon quelle lutte et selon comment est-ce qu'on veut contribuer, ne serait-ce que proposer ses services à une association, en la choisissant, bien sûr, en disant « j'ai envie de travailler avec vous. Si vous voulez, je me mets à votre disposition pour faire, je sais pas, des visuels, de la com ou des choses comme ça. » Ça peut être créer des choses que d'autres personnes vont pouvoir utiliser. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, pour la manif du 8 mars ou la manif du 5 mai pour les droits des personnes trans, j'avais créé des affiches que j'ai laissées en libre disposition pour que les gens puissent télécharger, imprimer, coller dans la rue, mettre sur des pancartes. Enfin, je me suis dit, autant... Ouais, juste faciliter, en fait, pour les autres. Comment dire ? Ouais, c'est ça, faciliter d'une certaine façon la lutte pour les autres en leur proposant des slogans, en leur proposant des visuels qu'eux, ils peuvent utiliser après pour leur lutte. Après, c'est des initiatives qui sont personnelles et je comprends tout à fait qu'on n'ait pas forcément envie, déjà qu'on est dans des milieux précaires, de reproduire du travail gratuit. Mais c'est vraiment... Enfin, moi, ce temps-là, genre, certes, je suis pas dans des assos forcément... Enfin, je fais du militantisme de terrain dans le sens où je vais à des manifs, je vais à des AG, je me rapproche des fois de certains collectifs. Par exemple, je viens aux événements des copains, tout ça. Mais je suis pas dans une association avec laquelle je lutte de façon régulière. Mais pour moi, faire ces affiches-là, faire... tous les posts que je fais aussi, ça contribue aussi à ce militantisme. En fait, je délègue, quoi. Genre, moi, je crée le contenu et je dis aux gens, servez-vous-en. Et si vous voulez aller sur le terrain, allez-y. Et c'est ce qui s'est passé avec ces affiches-là. C'est ce qui s'est passé... j'ai fait un post sur les lois anti-trans qui allaient passer là pour les mineurs. Et tout le post que j'ai fait, il y a des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient l'imprimer pour le coller dans la rue. Et en fait, oui, c'est juste... faciliter, vulgariser, mettre des images, des mots sur tout ce qui se passe, ça peut être quelque chose que nous, en tant qu'artistes, on fait pour que les gens, pas artistes, puissent réutiliser tout ça. Ça se voit notamment avec les artistes musicaux. Il y a beaucoup de sons en ce moment qui sortent sur ce qui se passe avec les élections, sur quand il y avait la retraite. On a eu énormément. On a eu des musiques un peu sympas sur lesquelles s'ambiancer et tout. Et tout ça, ça contribue à la lutte, en fait. Ouais, carrément. Voilà. Les vulves assassines et tout. Ouais, c'est ça. Les remixes techno de Macron Explosion, les choses comme ça, vraiment banger, quoi. Et est-ce que, du coup, tu as des artistes, des médias, des collectifs, des assos que tu aimerais recommander et à qui on devrait apporter de la force parce qu'ils font un taf de ouf sur Internet ? Oui, alors j'en ai beaucoup, mais du coup j'ai fait une petite sélection. Donc comme je disais, moi je milite moins sur le terrain que ce que je le fais sur Insta. Et je fais de la BD militante, pédagogique ou qui part de trucs perso pour en faire quelque chose de politique. Du coup je pense en fait à des collègues qui font ça.
et que j'aime bien leur travail. Que c'est des gens que quand je vois leur nom popper sur mon Instagram, ça me fait toujours plaisir. Du coup, pour n'en citer que quelques-uns, il y a les BD de BD Primé. C'est une personne qui parle pas mal de dépression et qui fait des petites BD sur ça. C'est toujours assez rigolo. Genre, c'est un sujet qui est dur, mais elle arrive à en faire des choses rigolotes et politiques en même temps. Il y a Alstor du Lac, je sais pas du tout si les noms te disent des choses, mais c'est pareil, c'est une artiste que j'aime bien, qui fait des BD à la fois politiques et à la fois aussi qui partent d'anecdotes de sa vie pour en faire quelque chose de politique. Genre, elle a une série de BD qui s'appelle Trop marrant, mais genre trauma et marrant, et qui part d'un trauma qu'elle a eu quand elle était petite et qu'elle essaye d'en faire un truc rigolo, quoi, pour dédramatiser, mais aussi pour alerter sur ce genre de choses qui existent. Pour n'en citer que quelques autres, il y a Léa Jarin, Élie Sorel, Floxy qui sort une BD d'ailleurs, il faut aller commander sa BD. Salem Comics, qui a sorti sa BD aussi, il faut aller commander sa BD. Tout ça, c'est vraiment des artistes que moi, quand je vois leur BD popper sur mon Insta, je suis toujours trop heureux de les lire. Et en plus, c'est toujours fait de façon intelligente, ça donne toujours un petit peu le smile, même si c'est des sujets qui sont durs, il y a toujours un petit truc rigolo ou une petite tournure de phrase qui donne le smile et voilà. C'est des gens super, il faut aller suivre. Là, ce que j'essaye de dire à chaque fois et ce que je trouve encore plus important maintenant qu'il y a l'extrême droite qui est pas très loin de nous, c'est de dire aussi, justement, on a besoin de plus que jamais de soutenir ces artistes. On a des droits du travail qui sont complètement compliqués, on va en parler. Mais justement, pour comprendre un petit peu, avec ton exemple, tout le monde n'aura pas la même façon de vivre que toi de son métier, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu fais pour te rémunérer en tant qu'artiste? Notamment, tu as une boutique, tu participes à des marchés, et est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, je peux. Comment est-ce que je me rémunère ? Je me rémunère difficilement. Comme je disais, Instagram ne rémunère pas. C'est le média principal que j'utilise. Je fais du contenu sur TikTok et YouTube, mais vraiment très peu. Donc, c'est pas des plateformes que j'utilise pour me rémunérer. Donc, en fait, ma rémunération, elle passe par des particuliers qui vont me commander des dessins. Notamment, par exemple, j'avais proposé à la Saint-Valentin de dessiner des petits couples en manif, des scènes un peu comme ça. Toujours un petit peu militant ce que je fais, mais militant, on va dire. Donc ça me fait des rentrées d'argent qui sont assez ponctuelles parce que c'est pas stable, quoi. Et après, j'ai une boutique en ligne et je fais des marchés, et ça, du coup, ça dépend de ce que je trouve autour de moi, en fait, des marchés que je trouve autour de moi. J'essaye d'être assez mobile en France pour déjà rencontrer du monde, parce que ça me fait toujours plaisir quand il y a des gens qui arrivent à mon stand et qui me disent « Ah, j'aime bien ton travail !» Et je suis en mode « Ah, je suis trop timide pour dire quoi que ce soit, mais merci !» Donc déjà, ça fait toujours plaisir. Et en plus, y a plein d'événements cool qui se produisent partout, et du coup, ça donne trop envie d'y aller. Mais c'est pareil, c'est compliqué parce que on est en pleine crise économique, on a tous du mal à manger. Donc des gens qui ont des sous pour pouvoir acheter de l'art, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est compliqué, même en tant qu'artiste, de se dire comment est-ce que je mets mes prix. Genre moi j'ai hyper galéré au début à dire à combien est-ce que je vends mes illustrations, parce que si je le mets au même prix que tout le monde, je sais que je vais vendre moins en termes de quantité. En plus, du coup, ça rend l'art qui est moins accessible. Genre un A4 à 15-20 balles, y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais d'un autre côté, si je baisse mes prix, c'est pas cool pour les collègues. Parce que du coup, je viens casser le marché et c'est pas correct. Mais il y a En fait, c'est un truc hyper privilégié, quoi, d'avoir accès à l'art. Et du coup, il y a plein de choses hyper contradictoires qui viennent se contredire. Et il y a le j'ai envie que ce soit accessible à tout le monde, mais d'un autre côté, il faut aussi que je puisse manger. Et la chose est telle qu'aujourd'hui, avec ma boutique, avec les marchés et avec les commissions personnalisées que je fais, je ne vis pas. Je vis pas du tout. J'ai des économies, j'ai la chance d'avoir des économies sur lesquelles
du coup je complète mon mois, mais j'en vis pas quoi. J'en vis pas, et en plus jusqu'à récemment j'avais moins de 25 ans, donc j'avais pas accès aux aides de l'État, j'avais pas accès au RSA, j'ai enchaîné directement l'illustration après mes études, donc j'ai jamais travaillé, donc j'ai pas accès au chômage. Donc c'est un peu démerde-toi. Et en plus, j'ai pas encore de contrat vraiment pro avec des maisons d'édition ou avec des magazines. Et en soi, j'adorerais vraiment. Je travaille sur ça, j'essaye de faire des faux projets. Faux projets, c'est quand, par exemple, tu imagines que tu travaillais avec cette maison d'édition ou ce magazine et tu te dis, par exemple, moi je prends les magazines de La Déferlante, qui est un magazine féministe que j'aime bien. Je prends un de leurs articles et je me dis, si là j'avais bossé pour eux, qu'est-ce que j'aurais dessiné ? Et en fait, se créer petit à petit un portfolio comme ça pour pouvoir derrière aller démarcher et dire regardez, je suis capable de faire ça. Mais ça, pour l'instant, j'y suis pas encore. Donc mes clients, c'est uniquement des particuliers. Ce qui fait que les particuliers, c'est très dur de leur appliquer des prix qui sont des prix réels pour des auto-entrepreneurs. Ouais, et d'ailleurs, la solution que tu as trouvée pour les marchés, nous, on n'a pas la même. Moi, par exemple, j'ai des prix quand même un peu hauts. Enfin, je sais que c'est pas accessible à tout le monde, mais j'essayais de les garder quand même assez bas pour... Enfin, tu vois, je vends pas mes tirages à 400 €, ce qui serait possible aussi, hein, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouve qu'on a tous cette problématique de mettre ses prix assez hauts, justement, comme tu as dit, pour se payer, et en même temps être assez accessible. Mais c'est pareil pour des salles et tout. Moi, je sais que le Toy Toy à Lyon, on en avait parlé dans le podcast, c'est leur problème aussi, comment on rémunère les artistes et comment on fait pas payer les tickets 50 € en même temps. Et toi, ce que tu as trouvé comme solution, c'est de mettre des fourchettes, en fait, sur ton stand. Ça a été une des solutions que j'ai trouvées pour essayer d'équilibrer ça. De dire, en fait, j'ai mon prix conseillé qui va être le prix auquel j'aimerais vendre mon œuvre, qui est le prix sur lequel je me base aussi sur mes collègues. Et après, je propose un prix un peu moins cher et un peu plus cher. Et comme ça, les personnes, selon leurs moyens, elles peuvent mettre moins, tout comme elles peuvent mettre plus, et ça s'équilibre à peu près. La vérité, c'est que ça s'équilibre plus vers le bas, étant donné que moi, vu que je fais de l'art militant, c'est de l'art qui... mon public cible, comme on dit, c'est des militants, c'est très souvent des femmes, c'est très souvent des personnes queer, c'est des personnes qui déjà de base n'ont pas forcément beaucoup de privilèges. Du moins, on n'est pas la classe la plus aisée quoi, financièrement. Donc souvent ça tire vers le bas, mais ça me convient. Honnêtement, je préfère me dire j'ai peut-être perdu quelques euros, mais ça a permis à quelqu'un d'avoir accès à ça. Je sais que pas tout le monde peut se le permettre et je comprends tout à fait. Et honnêtement, il y a aussi une partie de moi qui se permet de faire ça parce que, comme je te disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, je considère le fait de devenir prof et de garder du coup l'art comme quelque chose d'un à côté. Et depuis que je me dis que bientôt j'aurai mon salaire de prof, du coup, perdre un petit peu pour pouvoir proposer à plus de personnes d'avoir accès, c'est moins dramatique. Mais c'est dur quoi, tout l'aspect financier de l'art est ultra dur. Je me rappelle que les premières fois que j'ai fait mes stickers maison ou que j'ai fait mes impressions maison, du coup j'y arrivais pas parce que j'arrivais pas à utiliser la machine correctement, j'avais des loupés et vraiment j'avais des crises où je pleurais et j'étais en mode mais là je viens de niquer ma cartouche de bleu parce que je sais pas utiliser ma machine correctement. Et en fait tout ce que je voyais c'était des sous balancés par les fenêtres là, et je me disais mais oh là là, comment je vais faire. Mais ouais, du coup les fourchettes de prix, c'est ce que j'ai essayé de trouver, et aussi de varier les formats. Je sais que les impressions c'est plus cher, c'est pas tout le monde peut se le permettre, mais du coup j'essaye de faire des impressions aussi au format carte postale pour ceux qui ont moins les moyens. Et c'est aussi pour ça que je fais aussi des stickers. Déjà parce que moi j'adore les stickers, en plus j'adore les stickers qui brillent, donc je fais des stickers qui brillent, mais aussi parce que les stickers ça coûte 3 € et que du coup si t'es sur un petit budget et que t'aimes bien l'artiste en face de toi et que t'as envie de le soutenir financièrement, tu peux acheter un sticker et ça fait à la fois plaisir à l'artiste et à la fois plaisir à toi d'avoir un sticker, parce que les stickers c'est trop cool, donc c'est aussi un compromis quoi, de varier les formats et le type d'art.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler enfin, sous quel statut tu es? Et est-ce que dans ce statut-là, tu te sens bien protégée? Est-ce que tu te sens assez accompagnée aussi? Du coup, moi, j'ai choisi d'être artiste-auteur. J'avais le choix entre artiste-auteur et micro-entrepreneur, et du coup, j'ai choisi artiste-auteur. Et non, je me sens pas du tout ni accompagnée, ni protégée. Comme je te disais tout à l'heure, avant 25 ans, le RSA, tu l'as pas. J'ai pas accès au chômage comme j'ai pas travaillé. Donc en fait, financièrement, j'ai zéro aide. En plus, maintenant, le RSA, il va être conditionné au fait d'avoir des heures de travail. Moi, je travaille déjà 35-40 heures par semaine pour mon activité. Donc je sais pas où est-ce que je vais pouvoir caser 15 heures pour demander les 600 balles du RSA, là. Enfin, je trouve ça complètement lunaire. Et il y a, en vrai, artiste-auteur, il y a des associations, il y a des organismes pour nous aider, mais c'est juste qu'en fait, on les connaît pas et c'est difficile de trouver l'information. En fait, moi, l'information, je la trouve via du contenu créé par les autres artistes-auteurs, en fait. J'ai regardé des heures et des heures de vidéos YouTube d'artistes que j'aime bien, qui parlent de leur statut, qui parlent de comment se déclarer, qui parlent de quels sont les organismes. Par exemple, il y a la Maison des artistes, sur lesquels à qui on peut poser des questions, qui ont un site web avec je sais pas, un tutoriel sur comment faire ses déclarations à l'URSSAF, des choses comme ça, c'est cool. C'est des organismes qu'on peut rejoindre, on peut avoir une adhésion à l'année, je crois que c'est payant, c'est peut-être 15-20 euros à l'année. Et là, du coup, tu as plus accès à des conseils personnalisés, mais bon, c'est un coût, quoi, c'est pas rien. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres organismes. Enfin, il y a une illustratrice que je suis qui fait aussi des vidéos YouTube qui s'appelle Yessi. C'est Cyrielle, et elle fait beaucoup de vidéos autour de ça. Et elle a fait toute une vidéo aussi sur les droits d'auteur, sur quels sont les organismes qui peuvent nous aider justement à gratter des droits d'auteur à droite à gauche. Genre par exemple, quand tu sors une BD et qu'on parle de ta BD dans un journal, en fait tu peux demander des sous. Et ça, t'es pas forcément au courant. Du coup, je me sens pas énormément accompagnée. Après, j'avoue que j'ai pas non plus passé des heures à chercher des organismes pour m'aider à le faire. J'ai juste mis les deux pieds dans le plat avec tous les artistes qui font des vidéos YouTube. Et j'étais en mode, ok, je suis tout seul là-dedans, mais il y a des gens qui l'ont fait et qui m'expliquent. Mais une fois de plus, on retourne dans ce cercle vicieux où on crée du contenu où on n'est pas rémunéré, parce qu'il y a des gens qui devraient être payés en fait à accompagner les autres dans leur métier, et c'est purement par solidarité qu'il y en a qui passent par les mêmes galères, qui t'expliquent. Et c'est ce que je fais moi aussi d'ailleurs quand je rencontre des gens qui me disent ah je sais pas, micro-entrepreneur, artiste-auteur, je leur dis si tu veux on en parle, je suis passée par là, j'ai épluché toutes les vidéos YouTube, vas-y viens on se pose pendant une demi-heure, on en parle. Mais parce qu'on sait que c'est tellement galère. En plus, tu vas sur les sites de l'État, c'est pas du tout accessible, on comprend rien. Enfin, c'est dur, quoi. Quelle est la différence? Enfin, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce que c'est les cotisations? C'est quoi la différence avec les impôts? Enfin, tout ça, c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine résignation aussi qu'on a, et qui est totalement légitime, parce que comme on n'a pas été accompagné depuis le début, on se dit, c'est devenu normal dans nos têtes un peu d'être tout seul dans nos problèmes, quoi. Et on n'a même plus conscience que si en fait il y a des syndicats, si il y a des structures, des assos, des gens qui sont là pour nous aider, mais comme tu as dit, comme on n'est même pas au courant de leur existence et qu'on est déjà, je pense, très fatigué par notre travail, en fait c'est dur de retrouver encore l'énergie, et ce serait bien d'avoir un peu plus d'accessibilité à ça, justement, peut-être justement ayant plus ces structures-là qui viennent à nous, parce que c'est vrai que si tu viens pas chercher, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Ouais, et en plus, il y a tout l'imaginaire, je pense aussi, autour du micro-entrepreneur genre self-made man, là, enfin, je sais pas trop comment le dire en français, mais qui se construit tout seul, là, enfin... genre je me débrouille tout seul du début à la fin, j'ai pas besoin d'aide, etc. Alors qu'en fait si, on a tous besoin d'aide. Mais c'est juste qu'on sait pas vers qui se tourner. Et à titre personnel, les personnes vers qui je me tourne, souvent c'est des personnes qui font le même métier que moi et qui sont à un stade plus avancé,
Et en fait, on s'échange nos tips entre nous parce que les structures, on les connaît pas, les syndicats, on les connaît pas. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, moi, je savais même pas qu'il y avait des syndicats pour les artistes. Donc, c'est... Ouais, je pense qu'il y a tout ça qui se joue, quoi. Ouais. Là, je pense qu'on est un peu tous les deux à un endroit de fatigue et de désespoir face au milieu culturel. Déjà, aujourd'hui, avant ces histoires d'élections, comment tu vois les artistes autour de toi? Comment tu ressens le milieu culturel en ce moment? En fait, je trouve qu'il est hyper révélateur de la société actuelle. Bon, déjà, dans le truc de précarisation très... qu'on considère pas que les artistes, c'est un vrai métier, que on pense que c'est de la passion, et enfin, tout ça... dans la façon dont les gens, notamment les entreprises avec lesquelles on a des contrats, ça, des fois se permettent de nous traiter, et avec les prix qu'ils nous proposent, c'est complètement hors sol, quoi, et on se rend pas compte que c'est un vrai travail, donc je pense que c'est assez révélateur de ça. Et aussi au niveau de un peu de la rupture avec la génération de nos parents et de ceux d'avant, je trouve que c'est hyper révélateur tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la culture, avec MeToo, avec de dénoncer les artistes qui agressent, les artistes qui violent, les artistes qui ont des comportements qui sont pas corrects. Et il y a tous les gens, enfin pas tous, mais not all, mais plutôt les gens de la génération de nos parents et les générations d'après qui essayent de défendre ce vieux monde-là en décernant par exemple des légions d'honneur qui rendent fière la France. Tandis que derrière, t'as notre génération, plus ou moins notre génération, on va dire, genre des gens peut-être un peu plus âgés que nous et des gens un peu plus jeunes que nous aussi, mais globalement notre génération qui essaye de rompre avec tout ça et de dire, en fait, nous, ce monde-là culturel, on n'en veut pas. On veut qu'on soit respecté dans notre travail et on veut qu'on se sente bien quand on le fasse et qui essaye justement de faire avancer les choses, de plus accepter des comportements déplacés et de plus accepter des conditions de travail qui ne sont pas bonnes. Je vois de plus en plus, par exemple, aussi par exemple, il y a des groupes Facebook ou des pages Instagram qui font ça, qui collectent en fait des annonces de travail gratuit, justement pour visibiliser le fait qu'en fait les gens n'ont aucun respect envers notre travail et qu'ils pensent que c'est tout à fait normal de dire cherche photographe de mariage contre 3 cocktails et bonne ambiance dans la soirée, quoi. Et t'es là, mais en fait non, genre vraiment pas. Non, moi ça va me prendre des heures de travail, ça me coûte mon matos, ça vaut pas 3 cocktails à la grenadine là, enfin genre vraiment faut redescendre. Et toute cette culture-là, qui je pense était beaucoup plus acceptée avant, elle est de moins en moins acceptée aujourd'hui, et c'est tant mieux. Mais du coup, il y a cette rupture-là, je trouve, entre les anciennes générations et les nouvelles, où du coup les nouvelles refusent et ne se laissent plus marcher sur les pieds, alors que les anciens sont plus en mode... Donc non seulement on peut plus rien dire, blablabli, blablabla, bref, truc voilà. De ouin-ouin, quoi. Mais en plus, il y a... le nombre, vraiment, je te jure, le nombre d'annonces comme ça que je vois et que de demandes de travail gratuit contre visibilité ou un repas gratuit, et quand t'as des gens qui viennent leur répondre, leur dire en fait votre proposition elle est indécente, ils disent oui mais la solidarité on peut plus compter dessus aujourd'hui, nanani nanana. Bah d'accord, mais est-ce que moi, du coup, je fais quoi? Je demande à quelqu'un de construire ma maison gratuitement? Enfin, genre, cherche gentil maçon contre 3 cocktails à la grenadine. Oh, il veut pas vraiment la solidarité. Bah non, en fait, tu demandes pas à ton boulanger de te donner des baguettes gratuitement par solidarité. Enfin, je sais pas, ça viendrait à l'esprit de personne. Donc pourquoi est-ce qu'on se le permettrait pour des métiers qui sont artistiques? Et même si c'est des métiers qu'on aime faire, parce que, en effet, très souvent, quand on vient dans ces métiers-là, c'est parce qu'on aime l'art, parce que c'est des choses qu'on aime pratiquer, etc. C'est pas une raison pour considérer que ce n'est pas du travail. Ça reste du travail, ça reste des heures, en fait, de travail. Et c'est des années aussi de compétences. Enfin, moi, mon style de dessin, je dessine depuis que j'ai 11 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça fait 13 ans, 13-14 ans que je dessine, donc en fait en arriver là, si aujourd'hui je peux faire des dessins en 1 heure, je peux faire des BD qui sont concises, et
efficace, c'est parce que en fait, j'ai des années de travail, d'entraînement là-dedans, quoi. Donc, c'est pas non plus négligeable. Ouais, carrément. Et puis c'est fou qu'on doive encore se justifier Oui. sur l'apport qu'a la culture dans la société, sur l'importance de nos métiers. Et en plus, ce qui me fatigue beaucoup, je pense que c'est exactement ça, c'est le comment les gens voient nos métiers. Ça, c'est hyper important pour la défense de nos droits. Par exemple, j'ai enregistré un podcast avec une copine de Saint-Denis. Moi, je viens de Saint-Denis, du coup, à la base. Et du coup, elle parlait de l'image des banlieues. Et elle disait, en fait, vu que dans les médias, on casse l'image des banlieues et surtout des habitants des banlieues, et qu'on les voit comme des délinquants, comme voilà, des personnes qui ne méritent pas le respect, bah, du coup, dans la loi, ensuite, on les respecte pas. Et en fait, on ne peut pas se battre pour un milieu que l'on ne respecte pas. En fait, on va pas avoir envie de soutenir, comme par exemple pour le milieu culturel, un milieu que l'on voit de loin comme un milieu, tu sais, les artistes, on dit que c'est toujours des fainéants et tout. Alors moi, je trouve ça fou parce que j'ai jamais vu autant de gens faire des heures gratuites, faire des heures sup, faire des trucs dans notre milieu. Enfin, genre, la culture aujourd'hui repose sur du bénévolat ou du travail sous-payé. Et pour autant, on a une proposition culturelle en France qui est immense, tu vois. Et ça veut dire que, putain, il y a des gens qui se démènent, tu vois, et moi, ça me fatigue beaucoup. Et quand tu parlais de bénévolat, je trouve que l'important aussi, c'est de dire le bénévolat, ça se choisit normalement. Le bénévolat, c'est des heures que tu vas, toi, donner à une asso, une cause, j'en sais rien, qui te tient à cœur et que tu vas choisir de faire. Et le bénévolat, c'est pas censé être une contrainte sur ton travail, qu'on t'impose. Et aujourd'hui, c'est le cas. Enfin, quand tu as le choix entre ne pas travailler ou travailler gratuitement pour de la visibilité, tu vas prendre le seul truc que tu as, quoi. Et c'est ça qui est fatigant. Mais en fait, je trouve que c'est... Enfin, ce que tu viens de dire, ça me fait penser... Genre, j'ai l'impression que c'est hyper binaire. Tu vas avoir dans le milieu culturel les géants, comme on dit, les grands qui vont être reconnus. On va dire, ouais, c'est un acteur, ouais, c'est un réalisateur. Très souvent des hommes, hein, des hommes blancs, tout ça, là, où on va les mettre sur un piédestal et on va dire vraiment, eux, c'est normal qu'ils soient payés des millions, etc. Et t'as derrière les autres artistes où on est moins connus, on travaille tout autant, mais on a zéro reconnaissance parce qu'en fait, on est un peu... je trouve que c'est un peu plus la partie où l'art, c'est aussi beaucoup lié, je pense, dans l'imaginaire au féminin, et du coup, c'est hyper infantilisé, et en fait, on est vu un peu comme des enfants avec des crayons, et on fait des bonhommes bâtons sur une feuille, quoi, et du coup, on n'est pas du tout pris au sérieux dans ce qu'on fait, et du coup, il y a zéro respect pour nous, parce qu'on on est clairement vus comme des enfants, qui essayent de jouer dans la cour des grands, alors qu'en fait, non, on travaille tout autant, on est aussi grand qu'eux, c'est juste qu'on n'a pas la renommée mondiale que eux ils ont. Mais après, bon, c'est des conditions matérielles qui sont différentes. Mais oui, en fait, du coup, vu qu'on nous voit comme des petits-enfants qui jouent aux grands, bah, en fait, derrière, t'as aucun respect pour les gens qui travaillent avec nous. Enfin, de la part des gens qui travaillent avec nous, je veux dire, dans la façon dont ils nous démarchent, dont ils nous demandent de travailler, le nombre d'allers-retours qu'ils vont te demander pour changer au pixel près... le truc sur Photoshop là, et qui vont pas prendre le temps de faire correctement leur réunion. Genre le nombre de témoignages que j'ai entendu de ça, de graphistes, d'illustrateuristes qui vont dire, bah en fait, j'ai été contactée par un client, ils ont même pas fait un meeting correctement avant même de travailler avec moi, et du coup je reçois des informations contraires, ils se sont pas mis d'accord, et du coup bah c'est des gens, ça veut dire quoi, qui considèrent que t'es à leur disposition et que c'est à toi de faire tout le boulot parce que eux ils ont pas fait correctement le leur, tu vois. Et du coup, oui, ça donne des gens qui, en fait, n'ont pas de respect pour toi quand tu travailles avec eux et qui vont aussi te proposer des budgets qui sont complètement hors sol, quoi. Enfin, qui sont très, très loin de nos réalités financières. Et du coup, je pense que bah, tout ce truc-là vicieux, il s'auto-nourrit, quoi. Ouais, carrément. Et toi, tu disais du coup en plus que, au vu du contexte actuel, tu te voyais pas être artiste à temps plein parce que c'était juste pas envisageable pour toi. Enfin, du coup, comme je te disais, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, si je voulais un parcours stable, avec un salaire confortable, j'aurais pu si je le voulais, mais ça me gonflait. Et ce qui m'anime vraiment, c'est l'art. Du coup, j'ai voulu essayer
de le faire. Et je me suis lancée là-dedans. Enfin, je sais pas que essayer, je me suis lancée là-dedans. Mais la réalité économique aujourd'hui, tout le monde est en crise. Enfin, la crise économique, elle est là. Les gens n'ont pas le budget pour ça. Les entreprises, elles nous respectent pas. Et du coup, pour moi, je suis assez pessimiste pour l'instant sur l'avenir de notre métier. Surtout quand je vois des gens autour de moi qui... par exemple, La Nuit Remue Paris, qui est une artiste sur Instagram, Medusa Gorgone, pareil, artiste sur Instagram. Les deux, je crois qu'elles ont dans les 100 000 abonnés, quelque chose comme ça. Genre, elles sont vraiment très connues sur les réseaux. On est d'accord que ça fait pas tout, mais ça aide. Elles font plusieurs projets professionnels par an. Elles sortent des BD. Fanny Vella aussi, qui sort des albums jeunesse plusieurs fois par an, des BD, tout ça. Et en fait, quand tu leur parles, elles disent, en fait, moi, j'ai à peine un SMIC. Et t'es là, mais c'est incroyable que c'est... Enfin, Medusa Gorgone, elle était venue en dédicace à Lyon, elle nous a dit, j'ai travaillé sur 2 BD en même temps dans la même année, elle a dit, je referai ça plus jamais, tellement la quantité de travail était monstrueuse. Et en fait, c'est des gens, tu les écoutes, non seulement ils arrivent à avoir des contrats, ils ont les gens qui les suivent, donc quand tu sors une BD et que t'as 100 000 personnes qui te suivent, c'est sûr que tu vas sûrement plus la vendre que quelqu'un qui a seulement 3 personnes qui connaissent son travail. Donc t'as des facilités qui sont durement gagnées, je dis pas que... Voilà. Et en fait, c'est des gens qui, malgré ça, n'arrivent pas à vivre correctement de leur art. Et moi, je suis là, j'ai 8000 personnes qui me suivent, ce qui est déjà énorme. Et je me dis, mais ces gens-là, ils arrivent même pas à se dégager plus d'un SMIC. Qu'est-ce que moi, je peux faire ? Surtout que si j'ai fait de l'art, c'était aussi pour me dire que avec la neuroatypie, avec le fait que je suis fatiguée très vite, à la base je voulais être aussi artiste, peut-être de façon très naïve, mais pour me dire qu'à terme, j'aimerais bien travailler moins que 35 heures, quitte à moins gagner ma vie. Genre j'étais plus en mode, tant pis si j'ai moins, mais je travaille moins parce que pour ma santé. Et en fait, là, je travaille 40 heures et j'ai même pas 500 balles par mois. Donc, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. On m'a mytho quelque part. Voilà, c'est ça. Et je sais que c'est des métiers, et ça, tout le monde le dit comme si c'était normal, alors que ça devrait pas être normal. Qu'on dit, il faut plusieurs années, c'est peut-être au bout de 3-4 ans que tu arriveras à te... Mais en fait, c'est pas normal que pendant 3-4 ans, je me bousille ma santé pour gagner des clopinettes. Genre, c'est vraiment pas normal. Et c'est pas normal qu'au bout de 4 ans, de 100 000 personnes sur les réseaux, j'arrive à peine à me dégager un SMIC. Genre... moi je trouve ça super décourageant et aussi quand tu fais ce genre de métier, c'est en partie, pour la plupart des gens je pense un métier passion, tu fais ça parce que t'aimes ça. Moi j'ai commencé à dessiner parce que j'aimais ça, j'ai mis mon dessin au profit du militantisme parce que j'aimais ça, parce que c'était important pour moi, parce que je trouve que ça sert à quelque chose. Et en fait aujourd'hui quand je prends mon crayon, je suis saoulée, genre vraiment j'ai perdu ce truc là de dessiner. Je me rappelle, de plaisir de dessiner. Je me rappelle que j'avais vu une interview, une vidéo YouTube de Maryse Pénal, qui est une autrice de BD que j'aime beaucoup, et qui disait je suis dégoûtée de l'illustration. Et quand elle a dit ça, je crois que c'était il y a plusieurs années qu'elle a dit ça, j'étais en mode comment on peut être dégoûtée de l'illustration ? Voyons Marie, genre qu'est-ce que tu nous racontes ? Tu vis mon rêve, tu fais des BD toute l'année, là tu fais des illustrations jeunesse, c'est trop bien ce que tu fais en plus, comment tu peux être dégoûtée ? Et là, je comprends en fait, je suis là, genre, moi j'ai même pas encore de contrat avec une maison d'édition que je suis saoulée, parce que dès que je prends mon crayon, maintenant c'est pour créer un contenu pour lequel je serai pas du tout rémunérée, posté sur une plateforme qui m'invisibilise, qui, en plus, je suis exposée à de la violence sur les réseaux. Il y a des raids de fachos, il y a des gens qui sont pas contents, qui se permettent de venir t'insulter, de venir te menacer. Et tout ça pour 0 €. Genre, vraiment, je me fais taper dessus gratuitement. Genre, Et en plus, dès que je fais du dessin, avant le dessin, je le faisais parce que c'était thérapeutique, parce que ça me faisait plaisir, parce que je prenais du plaisir. Maintenant, dès que je dessine, même si à la base c'était juste pour m'amuser, je regarde le dessin, je me dis, est-ce que je peux en faire quelque chose ? Est-ce que je peux le poster sur les réseaux ? Est-ce que je peux le mettre en story ? Est-ce que je le partage sur TikTok ? Est-ce que je le vends ? Combien ça me rapporterait ? Est-ce que ça fait des likes ? Est-ce que ça va flopper ? Et en fait, c'est le métier passion s'est transformé en passion cauchemar. Genre vraiment, dès que
dès que je dessine, je me mets la pression. Je me dis, si je dessine pas pour Instagram, il faut que je dessine pour m'améliorer sur certains points techniques. Il faudrait que je m'améliore. En fait, j'arrive plus à juste dessiner pour dessiner. Et c'est trop nul, quoi. Et ça, plus l'insécurité financière, genre à la limite, si j'en venais à en dégoûter du dessin, mais que j'avais au moins un SMIC, je pourrais trouver un compromis où je me garde des temps pour dessiner pour moi. Mais là, en fait, tout le temps que je prends à dessiner, où c'est pas ni pour Instagram qui m'engloutit, ni pour essayer de démarcher des clients, produire quelque chose financièrement, j'ai l'impression que c'est du temps perdu, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est la boucle infernale du capitalisme et des milieux précaires. Donc oui, moi je suis assez pessimiste et je pense que tant qu'on n'aura pas un statut qui nous protège, un statut où on sera vraiment considéré, moi je préfère mettre ça de côté et me dire tant pis, je ferai un métier où je serai moins épanouie, je serai moins heureux dans la vie de tous les jours, parce que même si prof ça me paraît super comme métier et que j'ai envie de le faire et que c'est un métier qui m'a toujours plu, qui m'a toujours attirée, je pense que ça me plaira moins que de faire des petites BD sur Instagram. Mais si demain Instagram me dit je te rémunère, t'inquiète, t'es protégée, j'y vais, tu vois. Mais pour l'instant, je préfère m'assurer financièrement et du coup reprendre goût au dessin et dessiner uniquement quand j'en aurai envie, déjà pour moi et aussi pour mon compte Insta. Et du coup, moins me mettre la pression de il faut que je poste toutes les semaines. Il faut que je sois présente tous les jours sur les réseaux, parce que vraiment, c'est une relation avec un mec toxique, quoi. C'est affreux, le truc. Je relate de ouf tout ce que t'as dit, parce que, et je pense que vraiment on est très nombreux dans ce cas-là, c'est que c'est juste, c'est plus possible et c'est de moins en moins possible, en fait, de vivre de ce qu'on fait. Parce que comme t'as dit déjà, toute la société se précarise, du coup, nos œuvres, on peut plus les vendre, que, le milieu culturel se précarise, donc les structures culturelles avec lesquelles on peut travailler ne peuvent plus nous payer, et ça on peut continuer super longtemps, et le fait de perdre la fibre, c'est pour moi pratiquement inévitable aujourd'hui, parce que effectivement, même quand t'es censé avoir tes moments de repos ou d'arrêt, en fait ça n'existe pas, parce que tu te dis toujours comment je vais faire pour gagner un peu plus, parce que j'ai toujours rien gagné ce mois-ci. Et t'es dans une boucle. Et moi, c'est pareil. Tu vois, à la base, ce que je fais le plus, c'est des shootings artistiques, et j'écris aussi. J'adore l'écriture. J'ai pas écrit depuis 4 ans, je crois. Oh, wow. Et les shootings artistiques, pourtant, c'est quand même une partie de mon métier aussi. J'en ai pas fait depuis 2 ans. Tu vois, j'en ai fait 2 l'année dernière. Mais je n'ai pas vraiment fait en masse depuis 2 ans, tu vois. Alors qu'avant, j'en faisais tout le temps. Et ça a été remplacé par du militantisme, ça a été remplacé par du je cherche des clients, ça a été remplacé par plein de choses. Mais ça a été remplacé surtout par le fait que je suis dans un métier qui me rémunère pas assez, quoi. Ouais, et du coup, tu vas vers des missions où tu seras rémunérée. Moi, c'est pareil. Et c'est aussi pour ça que, du coup, je vais préparer mon CAPES. C'est parce que je me dis, mais en fait... Genre là, ça fait 1 an que je suis dans le métier, ça fait 1 an que je retarde le fait de démarcher des magazines, de me démarcher des entreprises pour travailler avec eux. Et en fait, je me dis, mais au fond de moi, c'est parce que j'ai pas envie de travailler avec eux. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est faire des BD, c'est faire de la vulgarisation, c'est dessiner les gens en manif, c'est ça qui me plaît, en fait. J'ai pas envie de travailler avec ces entreprises-là. Du coup, je pense que c'est pour ça que je retarde le truc. Et je me dis, mais en fait... Et pareil, j'accepte des contrats de marché ou d'événements où au fond de moi, j'ai un peu, soit pas envie, soit un peu la flemme d'y aller, tu vois. Et je me dis, mais d'un côté, c'est ma seule source de revenus actuelle, donc je vais y aller. Alors que si la question financière, elle se posait pas, je pourrais plus choisir avec qui je travaille et de façon plus sereine, et pas me retrouver dans des trucs où au fond de moi, j'ai pas envie. Parce que si j'ai fait ce métier... et que j'ai accepté de ne pas avoir autant d'argent que mes collègues, que mes amis ingénieurs, c'était pour avoir l'aspect où je kiffe, tu vois. Et là, ce truc-là, je l'ai même plus. Ouais, alors que c'est tellement beau de créer pour créer, quoi, et de juste être dans je sais plus comment on appelle ça, un peu une sorte d'euphorie artistique où t'es dans ta bulle, et c'est tellement beau. Et dis-toi que j'en étais même venue moi du coup je suis très touche à tout, genre j'essaye plein de choses, et très souvent j'ai des phases où j'aime bien tester un truc, puis après je teste autre chose. Le dessin, c'est ce qui m'a toujours suivi, genre parmi les choses
j'ai beaucoup changé de hobby, mais le dessin a toujours été là. Et il y a pas longtemps, l'année dernière, j'ai appris à faire de la broderie. Et vraiment, c'était affreux, mais une des premières choses que je me suis dit, c'est comment est-ce que je peux me faire de l'argent avec ? Et j'étais là, mais oh waouh Camille, genre attends, tu viens à peine d'apprendre à broder, genre ton truc il est de traviole, à la base tu fais ça pour te détendre, qu'est-ce que tu racontes ? Genre non, c'est un hobby, c'est fait pour t'amuser, c'est pas fait pour... Et c'est vraiment affreux que la première chose que je me sois dit, c'est est-ce que je peux vendre quelque chose avec ça, quoi ? Alors qu'à la base je faisais juste ça pour me détendre devant une série, enfin... Ouais. Oui, t'es obligée en fait de te chercher tous les moyens possibles. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vraiment, encore une fois, montrer aux gens, c'est la merde. Oui. On a besoin d'aide et si vous avez l'énergie, il faut aider les artistes que vous suivez en fait. C'est juste, et ça peut coûter 0 €, ça peut être du repartage, ça peut être tout ça, mais là c'est important plus que jamais et on le voit notamment aujourd'hui avec le contexte, c'est que enfin... Ah bah si Bardella il passe, on est dans la merde, hein. Voilà, j'allais chercher des phrases, c'est bien comme ça aussi. Ah non, mais là, c'est déjà la merde, mais ce serait la turbo-merde, genre vraiment. Bah, en ce moment, du coup, il y a les milieux culturels et les milieux médiatiques qui se recoupent pas mal dans les problématiques parce qu'il y a quand même beaucoup d'intérêts communs en vrai entre les deux. C'est que déjà avec Macron, l'audiovisuel public, il y a des lois qui sont en train de passer pour ne plus le rendre si public que ça. Et en plus, l'extrême droite, c'est juste une accélération de ça, autant pour les journalistes que pour les artistes, parce qu'en vrai, on a les mêmes problématiques de censure, on a les mêmes problématiques de tout ça, et de pauvreté aussi, parce qu'il y a aussi énormément de pauvreté chez les pigistes, notamment dans les journaux indépendants. Il manque de l'argent de façon assez conséquente. Et du coup, là, on est dans un tournant du pays où c'est même plus 3 semaines, là. À chaque fois on dit 3 semaines, mais là c'est dans 4 jours, on va savoir ce qui se passe un petit peu à ce niveau-là et j'ai l'impression que c'est d'autant plus important pour nous que d'y réfléchir et je sais pas toi où t'en es par rapport à ça, mais je pense que là, moi, j'ai mis mon activité en pause pendant 3 semaines parce que j'étais genre, de toute façon, ça se trouve, je pourrais même plus travailler dans 1 mois, donc c'est ça qui est dingue. Ça fait... comme on se le disait tout à l'heure en off, ma boutique en ligne, je crois que la dernière fois que j'ai eu une commande dessus, c'était mi-mai. Et en fait, depuis, tout s'est accéléré avec les européennes, puis les législatives, et avec toujours ce qui se passe à Gaza. Et en fait, moi, je parle presque que ça, quoi, tout le temps. Et c'est super difficile aussi quand tu fais un métier qui est engagé, de venir en plein milieu dire au fait j'ai fait ce petit dessin, tu voudrais pas me l'acheter sur mon shop. Enfin c'est toujours un petit peu bizarre de partager des news qui sont affreuses, de partager des contenus qui sont politiques, qui amènent à réfléchir et de faire un petit instant pub et pourtant c'est nécessaire parce qu'il faut qu'on puisse vivre aussi, mais du coup moi là j'ai tout mis ces trucs là en pause. Alors je dis pas ça, je vais pas dire ça pour me balancer des fleurs ou quoi, c'était un choix perso parce que je me retrouve complètement impuissant, voilà. Je me retrouvais complètement impuissant face à ce qui se passait à Gaza et avec l'initiative qui a été mise en place par Mec Da Vinci, je crois que c'est son pseudo, de repartager les cagnottes, tout ça. Moi j'ai pas forcément les sous de mettre j'ai pas forcément les sous pour mettre dans les cagnottes, mais du coup ce que j'ai proposé c'est de dessiner en fait des gens et j'ai reversé les bénéfices à la cagnotte et du coup même mes heures de travail que j'ai réussi à faire sur ce mois de juin, en fait je les ai fait entre guillemets bénévolement parce que l'argent que j'ai reçu en fait il est même pas passé par moi, il est passé directement de la personne qui m'a commandé à la cagnotte. Donc bien sûr c'est un choix personnel de ma part, j'aurais pu ne pas le faire, mais du coup avec toute l'urgence partout tout le temps, c'est super dur de faire l'équilibre entre qu'est-ce que je fais pour le collectif, parce que de toute façon pour moi la lutte elle est collective, mais d'un autre côté comment est-ce que individuellement je me protège aussi et je survis quoi, et l'équilibre est super super dur. Et j'aime bien poser cette question-là, mais si en ce moment tu n'as pas espoir, c'est carrément ok. Mais moi j'aime bien demander à chaque fois qu'est-ce qui te donne envie de continuer dans la lutte ou ton métier et qu'est-ce qui te donne espoir là-dedans. Et encore une fois,
Si l'espoir n'est pas là, c'est ok aussi, on peut le dire. Ah bah, au niveau de la lutte, oui, j'ai espoir. J'ai espoir parce que je vois de plus en plus de monde qui se mobilise. Là, ça se voit avec les législatives. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui se rend compte, en fait, des enjeux qui sont en jeu. Parce que j'avais l'impression que pour beaucoup de monde, jusqu'à présent, la politique, c'était un truc qui nous concernait pas et que entre guillemets, peu importe qui c'est qui est au pouvoir, finalement, ça change pas grand-chose et c'est juste des jeux d'ego entre politiciens, alors qu'en fait, non, la politique, ça nous concerne directement et ça impacte directement nos vies et ça les menace directement quand tu fais partie d'une ou plusieurs minorités. Du coup, j'ai espoir parce que je vois les gens se mobiliser, je vois les gens aller faire du porte-à-porte. Et moi qui ai zéro batterie sociale, surtout en ce moment, je suis hyper admirative de tous ces gens qui se mobilisent sur le terrain, de la coordination qui se met en place. Il y a une coordination qui s'est mise en place entre influenceurs, influenceuses pour partager du contenu, pour cross-poster, pour que ça atteigne plus de monde. Ça donne espoir d'avoir les gens qui t'envoient des messages pour dire merci pour ce que tu fais, on est ensemble, on lâche rien. Donc pour des actions dans l'urgence, par exemple à ce niveau-là, ça donne espoir. D'un point de vue plus dans la durée, ce qui me donne envie de continuer ce que je fais sur Instagram, même si j'abandonne le fait de vivre de ça pour l'instant, je compte continuer de le faire à côté de mon métier de professeur et d'essayer de me dégager du temps pour ça. Ce qui me motive à le faire, c'est tous les retours de gens que j'ai qui m'envoient des messages et qui me disent mais merci en fait, merci d'avoir mis des mots sur ce que je ressentais, merci d'avoir mis des mots sur ce qui se passe. Je crois qu'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est qu'une fois, il y a une dame d'une 60aine d'années qui m'a envoyé un message sur Instagram qui m'a dit « Merci pour ton post sur le fait que nous, en tant que femmes, on apprend que notre valeur passe à travers le regard des hommes. » Elle m'a dit « J'ai eu vraiment une explosion dans ma tête et à 60 ans, quoi. » Et cette dame-là, je l'ai re-rencontrée plus tard à un événement à la librairie à soi et l'événement n'était pas du tout autour de moi. Moi j'étais là en tant que spectateur, j'écoutais la personne qui parlait et cette personne-là est venue me voir à la fin en me disant excuse-moi c'est toi tout feu tout cam et tout. J'ai dit oui. Elle me fait vraiment ton post là sur le regard des hommes ça m'a vraiment marqué et je tenais à te le dire en face. Et tu vois c'est ce genre de... Mais oui c'est trop émouvant. Enfin moi j'étais super émue et je me disais mais waouh. Enfin c'est hyper concret quoi, genre c'est parce que de la politique j'en parle avec mes amis, j'en parle avec ma famille difficilement, mais j'en parle et du coup je vois que ça a des petits effets sur les personnes autour de moi, mais du coup d'avoir des effets sur des gens que je connais pas, qui eux même après vont en parler à d'autres personnes, que savoir et en fait ça fait effet boule de neige quoi. Et tu me parlais, on parlait tout à l'heure de militantisme, de comment s'engager, de par où commencer, etc. En fait, pour moi, ça passe par là. Ça passe par... moi, mon premier militantisme, ça n'a pas été d'écouter 4 heures de vidéos sur YouTube. Ça a été d'en parler avec un ami, en fait. Et qu'on parle de ce qu'on vit, qu'on parle de nos expériences, d'en parler à mes potes meufs, de dire mais en fait toi aussi tu subis le sexisme, ah bon c'est pas juste moi. Et en fait de comprendre que c'est tout le monde pareil quoi, et de verbaliser ça, ça a été mon premier acte militant. Après bien sûr moi je suis très quand il y a un sujet qui me plaît je fonce tête baissée dedans, donc bien sûr j'ai lu tout ça. Mais pour moi, les premiers actes militants, ça passe par le dialogue avec l'autre et ça passe par... aujourd'hui, autour de moi, je laisse plus passer les remarques sexistes, je laisse plus passer les remarques racistes. Certains peuvent trouver ça extrémiste, mais moi, je suis OK dans mes baskets avec ça, mais je mets même de côté certaines relations qui me correspondent plus parce que la personne en face de moi, elle refuse de prendre en compte ces enjeux-là. Et ça ne m'intéresse pas. Si toi ça t'intéresse pas le fait que moi je me bats pour mes droits, peut-être qu'on n'a pas grand chose à se dire finalement. Mais pour moi le militantisme il peut passer par là, il peut passer par ah mec là ce que tu viens de dire c'est pas ouf, je l'aurais pas formulé comme ça, ou même pas forcément dans l'agressivité ou d'en couper les ponts directs, c'est pas du tout ce que je dis, mais juste ouvrir le dialogue. Sur ça, c'est déjà un acte militant et en plus c'est super dur au début, surtout quand on débute dans le militantisme, qu'on n'a pas encore beaucoup de notions, qu'on connaît pas les chiffres, même moi il y a des chiffres que je connais pas et tout,
Et en plus, souvent, on s'attend, le double standard yes, on s'attend à ce que la personne qui vient défendre ces idées-là soit carrée du début à la fin et experte sur son sujet, alors que normalement, il n'y aurait pas à être expert pour se rendre compte que, en fait, dire un truc sexiste, c'est pas ouf. Qu'est-ce que je voulais dire ? Mais oui, que le militantisme, ça passe déjà par ça, en fait, de juste dire, écoute, là, ce que tu viens de dire, moi, ça me met mal à l'aise, viens, on le redit plus. Ou de... Et d'expliquer et cette pédagogie-là, notamment pour des choses pour lesquelles on est impacté, mais aussi s'intéresser aux choses sur lesquelles on n'est pas impacté directement. Sur ah mec, là ce que t'as dit sur les personnes racisées, on est tous blancs ici, mais bon, pas ouf quoi. Genre, remettons en question, etc. Si tu veux, je te passe des ressources, j'ai lu tel truc, j'ai vu tel post, je te l'envoie tout à l'heure, on en reparle à tête reposée. Enfin, tu vois, des choses comme ça déjà, c'est pas mal, quoi. Carrément. Et j'aime bien revenir à la fin, à chaque fois, à la passion de base qui est l'art. Qu'est-ce qui, toi, serait ton projet de rêve ? Est-ce que, par exemple, tu comptes faire de la BD plus tard ? Est-ce que ou autre chose. Quel serait ton projet de rêve ? Oui, la BD, ça me plairait grave. J'y pense en vrai, je me dis pourquoi pas. On m'a déjà demandé d'ailleurs, on m'a dit est-ce que tu voudrais pas faire une BD qui regroupe toutes les BD que t'as fait sur Insta ? Je me dis non, peut-être un jour. En fait, si j'avais le temps et tout ça et que j'aurais pas de problème financier, je pense que je me lancerais dans l'écriture d'une BD fantastique avec de la représentation queer, neuroa, hyper positive, parce qu'on manque réellement de représentation positive. En plus, c'est une BD que j'ai en tête depuis mes 13 ans. Enfin, j'ai des projets, tout ça. Ça me plairait grave de faire ça. Ça me plairait grave, comme je te disais tout à l'heure. Si demain Instagram me dit je te rémunère sur Instagram, moi, avoir une vie à lire des articles universitaires et les retranscrire, vraiment je fais. Genre, j'adore ça, je kiffe. Genre, quand j'accumule toutes ces informations-là et que j'essaye de les regrouper en 10 slides, moi j'adore. Vraiment, je sais qu'il y a des gens que ça doit paraître assez bizarre, mais moi j'adore. Donc vraiment, ça me plairait trop de faire ça. Pitié Instagram, non, on n'y croit pas, mais pitié Instagram. Mais ouais, ça serait des projets de rêve, de vivre de la BD, que ce soit avec de la BD papier, parce que j'aurais créé un projet de A à Z, ou que ce soit sur les réseaux, avec des plateformes qui me rémunèrent correctement pour ça, je prends, ça c'est sûr. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin, quelque chose que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent ? Oui, je voudrais dire que quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, surtout quand autour de nous les gens sont pas comme ça, moi ça a été le cas avec mes amis ingénieurs, souvent il y a beaucoup d'incompréhension de la part des autres et du coup on se dit qu'il faut à tout prix foncer dedans, y aller et que en fait il faut qu'on réussisse et je pense qu'il faut aussi peut-être déconstruire ce fantasme-là de l'artiste qui vit uniquement de son art, qui vit dans la précarité et qui accepte en fait ces conditions de travail-là. Et je pense que il faut peut-être qu'on se dise que c'est aussi ok d'abandonner ou de mettre de côté pour reprendre plus tard ou de changer le plan de route. Genre par exemple, se dire je veux toujours vivre de l'art mais pour l'instant ça marche pas. Donc je fais autre chose en attendant, je change un petit peu le plan et que en fait c'est pas un échec, c'est pas grave, ça fait pas de nous des gens nuls, ça fait pas... On a essayé, ça a pas fonctionné, c'est pas grave. Ouais, c'est pas de notre faute, il y a tellement de facteurs autour de nous, de toutes les conditions matérielles autour de nous. Et je pense s'enlever cette pression-là, quand on prend un chemin qui n'est pas le chemin habituel, de se dire il faut à tout prix que je réussisse et que je réussisse correctement à 100% pour leur démontrer qu'ils ont tort de ne pas croire en moi et de se dire c'est aussi ok en fait si à un moment ça va pas, si à un moment ça prend trop ma santé, si à un moment c'est trop dur, de juste dire stop et on réessayera plus tard et c'est pas grave. Grave. Merci beaucoup Camille, en tout cas c'était trop intéressant. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous êtes toujours là, c'est que j'espère l'épisode vous a plu. Je voulais vraiment remercier Camille pour toutes ses réflexions, témoignages et apports de ressources que je trouvais vraiment passionnants. Je vais vous mettre tous ces liens en barre d'infos pour aller la suivre sur les réseaux.
Vous pourrez également retrouver toutes les sources qu'on a citées juste ici. Et si jamais vous voulez soutenir le podcast, vraiment, encore une fois, n'hésitez pas. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. À très bientôt!